Tout le monde a répondu? Comment ça, Béné? Patricia non plus? Oh, bon, bah tant pis, allez, on fait, on perd pas de temps. Vous affichez les réponses? Alors, première question. Laquelle de ces affirmations est exacte? On ne redonne pas la réponse. Hein. La sédentarité n'a aucun bénéfice sur les facteurs cardiovasculaires. La sédentarité diminue le risque de cancer. Et je fais 4 heures de sport le dimanche, je ne suis donc pas sédentaire. On n'a pas les réponses. On n'a pas le pourcentage. Ah, c'est un problème de connexion. J'ai pas entendu, Marine. « 84% des personnes ont mis la réponse 1 ?» D'accord. Que la sédentarité n'a aucun bénéfice sur les... C'était pas ça la question, en fait, normalement. Mais c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, ça. C'était pas... On l'a pas tourné dans le bon sens. C'était pas ça, la question. Ah, qu'est-ce qu'on n'est pas bon. Je suis pour rien dans les questions. Hein. Bon, allez, on laisse la place... je suis solidaire, mais non, là... Non, on laisse la place à l'expert. Merci beaucoup pour votre gentil accueil. Je suis vraiment ravi de partager ces moments avec vous. Alors, j'aime mieux dans ces cas-là vous présenter mon exposé, puis on fait les questions après, parce que par expérience, quand on pose les questions, il y en a une autre qui vient et ainsi de suite, et puis en fin de compte, on ne voit pas toujours tout ce qui est important. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on avance tranquillement. Donc déjà, vous voyez qu'aujourd'hui, il faut faire de l'activité physique pour toutes et tous, et surtout, il faut déjà se mettre debout avant de bouger. C'est-à-dire qu'il y a 2 problèmes, se lever et bouger. Tout simplement parce que si vous ne vous levez pas, eh bien d'abord, vous avez du mal à bouger, vous pouvez bouger les bras, bien sûr, mais ce sera moins bon pour votre santé. Et comme vous le voyez aujourd'hui, notre société, c'est ça. En fin de compte, vivement que j'ai quelqu'un qui invente un système pour que je claque des doigts, que je n'ai plus besoin d'une télécommande pour changer les chaînes. En attendant, je resterai sur mon canapé, je continuerai à boire une boisson sucrée et à manger des aliments bien salés. C'est notre mode de vie qui devient comme cela. Aujourd'hui, j'en parlais, vous voyez, pour rien vous cacher, j'étais à Angers ce matin, et j'ai un ami, Boris Cheval, qui est quelqu'un qui est très bon dans la neuroscience, et qui le dit, aujourd'hui, tout est fait pour que nous fassions rien. Je prends un exemple, ce sera le seul dans ce domaine. Eh bien, vous achetez un robot qui tond la pelouse, c'est formidable, le robot qui tond la pelouse, je le pense sincèrement. J'en ai pas, mais si je pouvais en acheter un, j'en achèterais un. Eh bien, qu'est-ce que fait le propriétaire de la pelouse? Il est dans son hamac à boire une bière. C'est même pas venu à l'idée du publiciste de le faire jouer avec son fils ou sa fille au badminton ou au foot sur la pelouse qui est tondue. Pas du tout. Ah, il faut qu'il fasse rien, c'est ça le but. En fin de compte, notre rêve à tous, c'est de rien foutre. Il faut parler clairement. Ne soyez pas surpris, j'ai toujours l'habitude de parler assez cash, qui que ce soit qui soit devant moi, parce que j'appelle un chat, et je trouve que ça ne sert à rien de faire de cacher les choses. Donc tout ce que je vais vous dire, ne vous sentez pas stigmatisé, ne prenez pas ce que je vous dis comme des injonctions, d'ailleurs il n'y en a pas. Tout ce que je vous dis, ce n'est que des chiffres ou des données qui sont formellement prouvées. Personne d'honnête intellectuellement peut dire le contraire. Donc si on va un tout petit peu plus loin, hop, c'est pas celle-là, c'est celle-là, il faut savoir des petites choses. Premièrement, qu'est-ce que vous devez savoir? C'est qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, c'est un bien-être complet, physique, mental et social. Il y a 3 piliers à la santé. Il n'y a pas que le côté physique, qu'on connaît tous. Le côté mental, je vous rappelle que cette année, c'est la grande cause nationale, c'est la santé mentale. Et puis sociale, oui, effectivement, parce que si moi, je ne connais pas dans quel milieu social vit mon patient, je ne vais pas me dire, tiens, attention, peut-être que si je lui propose tel médicament ou tel traitement, il va avoir un contre-proposition de la part des gens qui l'entourent. Il ne va pas le prendre. Donc il faut absolument, nous médecins, nous médicaux, paramédicaux, qu'on prenne ces patients
dans leur ensemble. Alors vous m'excuserez pour ceux qui ne sont pas dans le milieu médical ou paramédical, mais comme il y en a pas mal, je vais essayer de jongler un petit peu avec les deux pour qu'on réponde. En fin de compte, la santé, c'est la qualité de vie. Vous savez, moi, j'ai fini ma carrière, mais j'ai dû consulter pendant 43 ans, si ma mémoire ne me trompe pas. En 43 ans, je n'ai jamais eu un malade qui m'ait dit « Monsieur Carré, faites-moi vivre 2 mois de plus ». En cardiologie, on a des malades qui meurent. Ce n'est pas rare. Jamais un malade m'a demandé ça. Tous les malades m'ont dit « Monsieur Carré, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma vie soit moins pourrie par ma maladie et par vos médicaments ?» Et à tous, j'ai répondu « Bougez ». Bougez parce que si vous bougez, quel que soit votre âge, quel que soit votre handicap, quelle que soit votre maladie, vous vous sentirez mieux. Donc votre qualité de vie va s'améliorer. Or moi, mon but, c'est que mes malades aient une bonne qualité de vie. Alors vous voyez, en 2024, j'ai commis une grossière erreur, j'ai tapé sur mon ordinateur. La prévention, qu'est-ce que c'est en 2024? Et qu'est-ce que c'est? Vous avez une croix avec des ambulances, des médicaments, des médecins, des chirurgiens, des thermomètres, des piqûres, et puis je ne sais plus quoi, les ambulances, je vous les ai déjà dit. Pas du tout. Elle se trompe, Internet. Moi, je ne vais pas m'occuper de votre santé, qu'elle soit en bonne santé. Vous allez venir me voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. En fin de compte, je suis un garagiste. Je vous répare quand votre santé ne va pas. Mais je ne suis pas là pour vérifier la pression des pneus. Je ne suis pas là pour vérifier qu'il y a assez d'eau dans l'essuie-glace, dans le lave-glace, etc. C'est vous qui vous en occupez. Eh bien, c'est pareil. C'est vous qui vous occupez de votre santé. C'est moi qui m'occupe de ma santé. Tant qu'on n'a pas compris ça, or en France, on ne l'a pas compris, puisque dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va chez son médecin. Et j'ai un médecin parce que j'ai mal aux jambes. J'ai un médicament parce que j'ai mal aux jambes. J'ai un médicament parce que je suis constipé. J'ai un médicament parce que j'ai mal à la tête. J'ai un médicament parce que je ne dors pas bien. Tout ça, vous allez marcher 15 minutes, ça ira mieux. Mais ça, les médecins ne savent pas le dire. Parce qu'on ne leur a pas appris. En France, nous n'avons rien appris sur la prévention. Tout ce que je vous dis, je n'ai rien appris dans mes études. J'ai été le chercher ailleurs, dans d'autres pays, ou bien dans des articles étrangers, parce que j'entendais que les autres faisaient autrement que nous. En France, c'est simple. Les chiffres sont plus bons. 2015, 100 patients vont voir un médecin, 89 sortent avec un médicament. Au Danemark, 100 personnes vont voir un médecin, 49 sortent avec un médicament. Il y a un problème. 40 malades de plus en France qu'au Danemark. Tout simplement parce que le médecin ne sait que donner des médicaments. Alors l'inactivité physique, ce n'est pas la sédentarité. Je reviens un petit peu avant. Excusez-moi. Alors, je vous ai mis en bas ce que vous ne devez pas faire. Le tabac en cardiologie, c'est simple. Il n'y a pas une seule cigarette de bonne. Donc, ce n'est même pas la peine de prendre la première. Elle ne sert à rien. Elle est mauvaise pour votre santé. Donc, 0 cigarette. La consommation trop importante d'alcool, la malbouffe, les troubles du sommeil. Oui, les troubles du sommeil. Si vous ne dormez pas assez, si vous dormez trop, c'est entre 6 et 9 heures, ce qui est recommandé. Eh bien, vous avez plus de risques de développer des cancers, du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et éventuellement des arythmies cardiaques aussi. Et puis, la sédentarité, l'inactivité physique, ce dont je vais vous parler le plus. Pourquoi? Ce n'est pas parce que, je ne vous l'ai pas dit, je suis cardiologue, mais je suis un cardiologue un peu particulier, je suis cardiologue du sport, qui a toujours prescrit l'activité physique à ses malades. Eh bien, moi, le sport, c'est quelque chose que j'adore. L'activité physique, c'est quelque chose, je ne vois même pas comment on peut ne pas en faire. Pour moi, ça me semble totalement irréel qu'on n'en fasse pas. Pourquoi? Parce que si vous bougez plus, vous dormez mieux et vous mangez mieux. Par contre, vous pouvez manger mieux, vous n'allez pas bouger plus. Donc, le plus important, c'est de bouger plus. Alors là, je vous ai mis l'inactivité physique. Vous êtes inactif si vous ne respectez pas les recommandations que je vais vous présenter juste après. Et vous êtes sédentaire quand vous restez trop assis dans la journée. Alors, le problème est simple, je ne vous donne même plus de chiffres, puisque vous êtes trop assis. Et je suis trop assis. Et ce n'est pas bon pour votre santé, je vais vous le montrer. Donc, dès que vous pouvez faire quelque chose pour être moins assis, vous le faites. Je prends un exemple très simple. Vous pouvez, si vous voulez, je peux vous donner des témoignages de tout ce que vous voulez dans mon entourage professionnel ou personnel. Je ne téléphone jamais assis. Je téléphone toujours en marchant. Et ça fait des dizaines d'années depuis que le portable existe. Ça a toujours été comme ça. Et même avant, puisque les téléphones portables, on en avait à l'hôpital depuis bien longtemps. Jamais assis. Je prends le moindre chose pour bouger. C'est devenu un automatisme. Tout le monde peut le faire. Donc, c'est faisable. Ce n'est pas des choses compliquées. Voilà un exemple pour lutter.
Et voyez, les périodes assises ininterrompues, de plus d'1 heure, il faut le faire. Et enfin, si vous regardez les écrans, c'est simple, les écrans avant 3 ans sont interdits. C'est simple. Vous allez sur amélie.fr, on va vous marquer « Il n'est pas recommandé de mettre les enfants de moins de 3 ans devant les écrans ». Ce n'est pas recommandé, c'est interdit. Ça favorise le développement de troubles pseudo-autistiques avec des gamins qui ne reconnaissent plus leurs frères, leurs sœurs, qui ne leur parlent plus, qui ne connaissent plus leur prénom. On les voit, nous, en pédopsychiatrie. On les sèvre d'écran pendant 3 à 6 semaines, ils reconnaissent leurs frères, leurs sœurs, ils leur reparlent. Pour ça, c'est pour vous dire qu'on n'est pas là pour embêter qui que ce soit. On le voit. On voit les méfaits de l'écran avant 3 ans. Un enfant qui pleure quand il a moins de 3 ans, ce n'est pas son portable qu'il faut lui donner. C'est lui chanter une chanson, le distraire, mais sûrement pas le portable. Le portable n'est pas la nounou. Le portable ne remplace pas le papa et la maman. Il faudrait quand même peut-être que les parents commencent à comprendre ce genre de choses. Ce n'est pas pour moi, c'est pour leur enfant. Je sais qu'ils l'adorent, leur enfant. Eh bien, ils lui font du mal avec l'écran. Et éviter avant 6 ans, moins les enfants regardent les écrans avant 6 ans, mieux c'est. Donc, vous voyez, la sédentarité, vous devez diminuer votre temps assis et surtout vous levez au moins toutes les heures pendant quelques minutes. Je vous ai dit que l'inactivité physique, c'était quand vous ne respectez pas les recommandations. C'est quoi ces recommandations? Pour les adultes, c'est au moins 30 minutes d'endurance et de renforcement musculaire chaque jour. Je vous expliquerai pourquoi chaque jour. Ces 30 minutes, ça peut être 6 fois 5 minutes, 3 fois 10 minutes. L'endurance, c'est quoi? C'est du cardio. C'est-à-dire que je suis un peu essoufflé, mon cœur bat plus vite. Et le renforcement musculaire, c'est très compliqué. Je vous en cite 2 exemples très compliqués. Il faut acheter du matériel, ça coûte très cher. Monter des escaliers et les descendre. Premier exemple. Et porter son cabas chargé de commission. Ça veut dire que le drive, c'est fini. Interdit. Le drive, le seul qui bosse, c'est le livreur qui vous met les cartons. Parce qu'aujourd'hui, avec les voitures modernes, rappelez-vous, ne rien foutre. J'appuie sur le bouton, le coffre s'ouvre. Je rappuie sur le même bouton, il se ferme. C'est le progrès. Et moi, j'ai pris 3 kilos. Voilà. Donc, vous voyez, tous les exemples que je vous donne, vous verrez, on fait tout pour ne rien faire. C'est la société qui est comme ça, mais moi, je n'ai pas envie que la société me dicte ce que j'ai à faire parce que je m'occupe de ma santé. Exemple dans les 30 très simple, c'est depuis 22 ans, quand j'étais à l'hôpital, maintenant je ne suis plus à l'hôpital, mais je fais pareil, je gare ma voiture à 1 km de l'hôpital. Je marche 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, et je marche 10 minutes après déjeuner avec mes collègues. 30 minutes, c'est fait. Il est où l'exploit? Qui peut ne pas le faire? Ah oui, je fais un gros effort. Je me lève 10 minutes plus tôt. Gros effort, ce qui veut dire que je me couche 10 minutes plus tôt. Tout simplement. Et j'ai fait mes 30 minutes. Donc je crois qu'on peut tous le faire. 30 minutes, c'est 2% de votre temps éveillé, en moyenne. Est-ce que vous savez combien de temps vous scrollez sur votre téléphone, en moyenne, en France? 7% du temps éveillé. Et vous savez de quoi vous vous souvenez quand vous avez fini de scroller? Rien. 0. Ce n'est que du temps perdu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la mission sur les écrans, qui est un très beau rapport. Ça s'appelle « À la recherche du temps perdu ». Je vous encourage à aller le lire. Vous pouvez le télécharger gratuitement, « À la recherche du temps perdu ». Et on vous montre simplement que tout ce que vous avez défilé, un quart d'heure après, vous êtes incapable de dire ce que vous avez vu. Par contre, à chaque fois que vous avez fait quelque chose défilé qui vous plaît, votre cerveau libère une petite dose de dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur. C'est tout. Et je le disais tout à l'heure, l'inventeur du scrolling, un Américain, a regretté publiquement d'avoir inventé ça. Il dit, c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais faite, à force de voir les gens qui sont comme ça, devant leur truc. 7%. Et nous n'avons pas 2% pour nous occuper de notre santé. Les enfants, c'est au moins 60 minutes d'activité physique, modérée à intense. Alors, un petit mot pour le modéré, parce que ça peut vous intéresser. Là, je fais une marche légère, c'est-à-dire, vous voyez, je peux vous parler. Si vous me demandiez de chanter, mais je vais vous l'épargner parce que ce n'est pas ma qualité principale, je pourrais le faire. Par contre, là, je commence à faire une activité modérée, c'est-à-dire que je peux encore parler, mais je marche comme si j'étais en retard à un rendez-vous. C'est ça qu'il faut faire, dans l'idéal. C'est-à-dire que
Tailler les rosiers, c'est mieux que d'être dans sa chaise, mais ce n'est pas top au niveau activité physique quand même. Les enfants, c'est 60 minutes d'activité physique modérée ou intense. Un enfant, ça court. Quand il en a marre, il s'arrête et puis il repart. Donc, ce n'est pas la peine de leur expliquer ces choses-là. Ils vont les faire normalement. Les activités physiques, vous les voyez ici, c'est bouger. Aller en vélo à l'école, promener son chien, emmener son fils à l'école, ou marcher, ou aller à la fac en haut, la dame qui va faire du vélo, la petite dame à côté qui marche avec son déambulateur. Tout ça, c'est des activités physiques. C'est ça qu'il faut faire. Je ne vous ai pas parlé de sport. Pour que les choses soient bien claires entre vous et moi, l'activité physique, c'est savoir lire. On doit tous savoir lire. Le sport, c'est la littérature. On n'est pas forcé d'aimer la littérature. Mais si vous ne savez pas lire, compliquez la vie. Eh bien, si vous ne bougez pas, compliquez la vie. Et là, c'est exactement pareil. Vous avez les activités physiques qui ont adaptées aux limites des personnes ou aux besoins spécifiques des personnes. C'est une thérapeutique que les médecins peuvent utiliser en la prescrivant. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est pour ça que je vous l'ai mise un petit peu à côté, avec le médecin qui surveille la personne qui fait de l'activité physique. Le sport est une activité physique, mais toutes les activités physiques ne sont pas du sport. Et effectivement, vous pouvez être un sportif sédentaire. J'ai un exemple qui m'a été donné par 3 personnes différentes. J'ai 3 copains, collègues, qui sont médecins dans des clubs de Ligue 1 de football. Vous allez comprendre tout de suite que ne me demandez pas d'appeler ça la Ligue McDonald's. C'est une honte que la Ligue de football se soit accoquinée avec McDonald's. C'est une honte. Pourquoi c'est une honte? Parce que quand j'emmène mes petits-enfants au foot, qu'est-ce qu'ils voient à la mi-temps? Un hamburger. Et quand je sors du stade, qu'est-ce qu'ils me disent? Papy, le hamburger, c'est bon pour le football. Voilà notre société. Est-ce que vous savez que la TVA sur le hamburger est moins élevée que la TVA quand vous vous inscrivez dans un club de sport? 20% dans le club de sport, 10% dans le hamburger. Ce n'est pas honteux que notre société, que nos dirigeants laissent des choses pareilles? Et les bonbons Haribo, vous savez combien c'est la TVA? 5%. De qui se moque-t-on? Sincèrement. Quand on voit le nombre d'enfants qui sont en surpoids ou obèses, c'est une honte, je vous le dis. Donc, peu importe, les footballeurs, c'est simple, les footballeurs sont des sportifs sédentaires, puisque quand ils ont fini leur entraînement journalier, qui est de 45 minutes en moyenne, sauf pendant la saison de reprise où ils s'entraînent le matin et l'après-midi, donc 2 fois par jour, c'est 11 heures par jour, assis ou couchés, à jouer à FIFA ou à répondre à un de leurs 3 portables, puisque le nombre de portables moyens des footballeurs professionnels de Ligue 1, c'est 3. Donc, ce sont des sédentaires sportifs. Et on le voit parce que leur masse grasse est plus élevée que les sportifs professionnels. Les footballeurs professionnels d'il y a quelques années, sauf pour un footballeur, que tout le monde connaît ceux qui aiment le foot, Cristiano Ronaldo, qui a une condition physique exceptionnelle pour son âge et qui a sûrement, lui, fait sûrement attention à ce qu'il mange et il ne doit pas rester 11 heures devant ses écrans. Voilà les dangers de l'inactivité physique. À gauche, c'est un monsieur qui fait 10 000 pas. Je suis désolé, mais mes diapositives sont un petit peu coupées. Tout n'est pas à sa place parce que je les ai fait sur un Mac et sur le PC, ça ne passe pas pareil. Vous voyez le monsieur avec la petite chemise verte, il fait 10 000 pas par jour. On va lui demander dans l'étude de ne plus faire que 1500 pas. Donc il est beaucoup plus assis puisqu'il bouge moins. À droite, pendant 14 jours, et on mange la même chose. Et vous voyez, on lui a fait un scanner, entre autres. Vous voyez le scanner. En haut, le creux que vous voyez, c'est le nombril. Ce qu'il y a là-haut, là, de rond, c'est la vertèbre, les muscles du dos. Et la flèche que vous voyez, c'est la flèche qui vous montre la quantité de graisse qu'il a dans le ventre. La graisse qu'on a dans le ventre est très mauvaise pour la santé. Ce n'est pas le cas de la localisation de toutes les graisses. Les dames n'aiment pas la graisse au niveau des hanches, aucun problème pour votre santé. La graisse qu'on a mauvaise dans le corps, c'est celle qu'on a à l'intérieur du ventre. Cette graisse-là va, vous allez voir, poser des problèmes. Maintenant, je refais le même scanner à ce sujet-là, alors que ça fait 14 jours qu'il a fait 1500 pas. Le nombril, la vertèbre, les muscles paravertébraux, et regardez en blanc la graisse comparée à là-bas. Donc, on voyait qu'en 15 jours d'actif à pas actif, il a accumulé de la graisse. Vous pouvez toujours repasser de la droite à la gauche. Mais plus vous êtes âgé, plus ce sera difficile. Mais vous pouvez toujours le faire, ça vous prendra plus que 15 jours. Maintenant, regardez ce qui se passe quand vous restez assis trop longtemps.
Là, c'est le temps assis, 0 heure jusqu'à 1 heure. Là, 3 heures, ici. Tout est décalé. Je suis vraiment désolé. Normalement, la flèche devrait être là. Bon, peu importe. On va dire que là, c'est 3 heures. Et là, c'est plus que 6 heures. Là, vous avez le nombre de personnes qui meurent de cancer dans chaque groupe. C'est-à-dire combien de personnes sont mortes de cancer quand on regarde 1 heure la télévision, 2 heures, 3 heures. Eh bien, 40 personnes meurent de cancer. Quand vous restez 6 heures devant la télévision, en moyenne, ce n'est pas en une journée bien sûr, 80 personnes meurent de cancer dans ce groupe-là. Alors si je vous dis les choses différemment, si vous regardez tous les jours 6 heures la télévision par jour, vous avez 2 fois plus de risque d'avoir un cancer que si vous la regardez 3 heures. Ça, c'est la chaise qui est responsable. C'est pour ça, comme on vous l'a dit, vous allez voir la chaise différemment quand je vous l'aurai vraiment présentée dans tout ce qu'elle vous donne. Ça, les cancérologues, quand ils ont vu ça, ils ont changé complètement leur publicité de prévention. Ils ont dit « bougez, levez-vous et bougez », parce que c'est un des facteurs de risque principal d'avoir un cancer. Alors maintenant, si on regarde la capacité physique est quelque chose de très important. Comme je vous l'ai marqué là, c'est l'effort musculaire maximal maintenu 5 minutes. Alors pour faire simple, moi avec mes patients, je leur disais combien vous montez d'étages en 5 minutes ou de marche, selon leur capacité. S'ils me répondent 2 étages, capacité physique faible. 4, 5, capacité physique moyenne. 6, 7, bonne capacité physique. Un champion monte à 12 ou 14, peu importe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le nombre de marches que vous montez en 5 minutes, c'est votre capital santé. Plus vous en montez, meilleure est votre santé. Regardez la preuve. Ici, vous avez des barres noires, c'est les messieurs. Les barres blanches, ce sont les dames. Capacité physique faible, moyenne et élevée. Et là, on va regarder dans chaque groupe combien il y a de morts, mais là, pas de cancer, de toutes les causes de maladies. Alors, ce n'est pas les accidents de voiture, ce n'est pas les traumatismes, ce n'est pas les autres accidents de la vie de tous les jours, ce sont des maladies comme les cancers, les infarctus du myocarde, la polyarthrite rhumatoïde, toutes ces maladies, peu importe. Ce n'est pas compliqué. Capacité physique faible pour les messieurs, 60 morts par an. Capacité élevée, 30 morts. Donc, quand j'ai une capacité physique moyenne, excusez-moi, c'est le moyenne est là, je meurs plus tard que quand j'ai une capacité physique faible. Ici, je peux vous prendre un monsieur de 50 ans qui a eu un cancer de la prostate, un infarctus. Il vivra plus longtemps qu'un monsieur ici qui n'a jamais été malade qu'à 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il monte plus de marches. Votre capacité physique, c'est votre capital santé. Le grand problème qu'il y a, c'est que vous n'avez qu'un seul moyen d'augmenter votre capital santé, c'est de bouger. Aucun médicament n'augmente la capacité physique. Aucun. Les médicaments que je donne à mes malades qui sont essoufflés, je fais en sorte qu'ils soient moins essoufflés pour qu'ils puissent monter des marches. Et plus ils monteront de marches, plus ils seront capables d'en monter. Mais s'ils restent dans le lit, ils vont mourir. Même chose si vous avez mal au genou. On vous donne un médicament pour ne plus avoir mal au genou, pour que vous bougiez. Si vous ne bougez pas, vous ne gagnerez pas une marche. Regardez la capacité physique dans notre société. Les adultes, en noir, 1980-2010. Les enfants, 1980-2010. Nos enfants ont des capacités physiques de moineaux qu'ils n'avaient pas avant. Donc leur capital santé a baissé de 25% entre 1971 et 2011. On le sait. Tous les chiffres que je vous dis, on les sait. Après, on peut les regarder. Vous savez, c'est comme le réchauffement climatique. On peut regarder ailleurs, mais le problème sera toujours le même. Là, je vais passer un petit peu. Non, je reviens un tout petit peu justement pour mes collègues médecins et paramédicaux, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient bien en tête l'importance de cette capacité physique. Regardez, on a mesuré la capacité physique à 50 ans à des gens, et puis on les a suivis à partir de 65 ans pour voir combien il y en avait qui faisaient de l'insuffisance cardiaque dans la vie. Donc, la seule chose qu'on a mesurée, 50 ans la capacité physique, et de 65 ans jusqu'à 90 ans. Les traits noirs, ce sont les gens qui ont une capacité physique élevée. Les traits bleus, ce sont les gens qui ont une capacité physique moyenne. Le trait rouge, c'est les gens qui ont une capacité physique faible. Plus ça monte haut, plus il y a d'insuffisance cardiaque. Eh bien, ceux qui ont le plus d'insuffisance cardiaque, ce sont les gens qui ont la capacité physique faible, alors que ceux qui ont une capacité physique élevée en ont pratiquement pas.
et de l'autre côté, c'est la même chose, sauf que c'est l'infarctus du myocarde. Rien que sur mon capital santé à 50 ans. Donc ça vous montre l'importance de vraiment gagner des marches. Ce n'est pas pour rire que je le dis, c'est sérieux. Alors pourquoi vous allez bouger ? Tout simplement parce que c'est bon pour votre qualité de vie. C'est bon pour votre santé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La qualité de vie, c'est essentiel. Je ne vous en ai pas parlé parce que je n'ai pas mis la diapositive, mais je vais vous le dire en 2 mots. Si vous ne me croyez pas, je vous encourage à revoir Aurélie Aubert. Qui sait qui est Aurélie Aubert ? 2 personnes. Aurélie Aubert, c'est la championne paralympique de boccia. Championne paralympique, quand même. Médaille d'or à Paris. Pourquoi je vous parle d'Aurélie Aubert ? Parce que la seule chose qu'elle peut faire, c'est bouger un peu ses mains pour jouer à la boccia. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'elle a été interviewée dans l'Équipe Magazine, et dans le titre de cet article, c'est marqué « Sans la boccia, je passerai toute la journée à regarder la télévision ». Elle vous dit simplement une chose, c'est que rien qu'en bougeant ses mains pour jouer à la boccia, ça lui a changé sa vie. Pour vous dire que de bouger, ça change la vie des gens. Alors nous qui avons, pour la plupart d'entre nous, je pense ce soir ici, 2 bras et 2 jambes qui marchent à peu près bien, bon sang, bonsoir, utilisons-les quand même. Quand je vois ce que fait Aurélie Aubert, je me dis, mais comment c'est possible qu'on ne bouge pas 30 minutes par jour ? Alors regardez ce qui se passe quand vous bougez. Vous avez sur le plan mental une bonne humeur, vous êtes motivé, vous avez une meilleure mémoire, vous apprenez plus vite, vous êtes autonome sur le plan physique, vous n'avez pas beaucoup de maladies, et si vous en avez, vous récupérez. Et puis sur le plan social, vous avez des rencontres. Maintenant, si vous ne bougez pas, je vous rappelle que c'est vous qui choisissez. Personne ne vous force à bouger ou à ne pas bouger. C'est vous qui choisissez. Vous êtes plus anxieux, plus de dépression, plus de burn-out. Et oui, on ne le sait pas, mais le principal risque d'avoir un burn-out quand on a un stress très important, c'est de ne pas bouger. C'est d'avoir une mauvaise capacité physique et de ne pas faire d'activité physique. Sur le physique, vous êtes fatigué, essoufflé, et si vous êtes malade, beaucoup plus de complications. Un petit mot tout à l'heure, justement, on vous a parlé du Covid. Parce que vous savez, méfiez-vous de ce que disent les journalistes. Il y a toujours une fonte vraie, mais après, ils ne disent pas tout. On vous a dit, les gens qui meurent du Covid sont les gens qui ont des comorbidités. Ce n'est pas vrai. Les gens qui meurent du Covid, ce sont des gens qui ont des comorbidités, qui ne font pas d'activité physique ou qui ont une faible capacité physique. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai eu des tas de malades qui ont eu le Covid, hypertendus, cholestérol, tout ça, ils bougeaient beaucoup, ils ne sont pas morts. Ceux qui meurent, ce sont ceux qui ont une mauvaise capacité physique. De toute façon, si vous avez une mauvaise capacité physique et que vous rentrez en réanimation, vous allez mourir. Vu les soins qu'on fait en réanimation qui sont très durs, vous ne les supporterez pas. Et ça, il faut le dire, parce qu'en fin de compte, la mortalité, les pays qui ont été le plus touchés en mortalité, c'est les Américains. Les Américains sont ceux qui ont la moins bonne capacité physique et le moins d'activité physique. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, ils ont des groupes contrôle qui ne font pas beaucoup d'activité physique, qui font 10 minutes d'activité physique par semaine. Par semaine. Et c'est eux qui le disent, alors ils en font peut-être même moins. Et rappelez-vous, ce que font les Américains, on le fait 25 ans après. Rappelez-vous de ça, parce que vous verrez que ça va nous arriver à nous aussi. Alors, et enfin, vous le voyez ici, on est beaucoup plus seul quand on ne bouge pas. Tout simplement parce que mon grand-père, quand il avait 85 ans, quand il a continué à marcher, il est allé voir ses copains. Quand il a décidé d'arrêter de marcher, il s'est mis dans son fauteuil, puis dans son lit, et il est mort. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que quand une personne âgée arrête de bouger, malheureusement, ça va se compliquer très rapidement. Alors là, je l'ai mis pour les jeunes, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns parmi nous. Les jeunes, nos jeunes têtes blondes, si vous voulez, qui ont 3 phrases. Je suis optimiste, parce que j'ai la flemme, c'est trop fatigant. C'est flemme. Donc, premier message, rester assis ou avachi toute la journée ne repose pas. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Flemme. 2, je m'ennuie. Et 3, je dep pour je déprime. Trop compliqué de dire je déprime, c'est je dep. Donc, en fin de compte, je me retrouve devant des enfants qui regardent en moyenne 4h30 les écrans par jour, alors que c'est 2 heures, le maximum autorisé normalement pour la santé. Et ça, c'est la moyenne française, 4h30 par jour, multiplié par 7, vous voyez combien de temps ils passent devant les écrans. Je ne pense pas qu'ils passent autant de temps devant leurs devoirs, mais peu importe. Et ces enfants-là me le disent qu'en fin de compte, ça ne va pas. Nous avons des enfants de 11 ans dépressifs quand même. Ça n'a jamais existé, ça. Jamais un enfant à 11 ans pensait être dépressif. Nous en avons de plus en plus. Tout le monde s'en fiche.
On dit que la dépression augmente. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Il suffit que le gamin qui est là se lève, parte avec 2 copains, 2 copines, n'importe qui, des amis, n'importe quoi, un ballon, pas de ballon, je vais courir, je vais sauter, je vais monter une colline, tout, je ne serai plus fatigué, je ne m'ennuierai plus, je ne déprimerai plus. Alors je leur dis du mal, mais c'est exprès, vous savez, j'ai 8 petits-enfants, dont 2 ados, donc ils savent que je les adore, parce que me demande, moi, comment je serais à 16 ans. Si j'étais 16 ans aujourd'hui, je serais peut-être comme eux. Le grand problème, c'est que quand ils regardent leur père et leur mère, ben c'est pareil qu'eux. Ils sont sur leur portable ou sur un autre écran. Comment voulez-vous le convaincre d'arrêter de le regarder, puisque en permanence, ou presque, les parents font pareil? Alors l'activité physique et thérapeutique, la visée thérapeutique, là je vais penser un tout petit peu plus dans le médical. Eh bien oui, le médecin qui est là, il a raison de se poser la question. On ne lui a jamais appris à prescrire l'activité physique dans ses études en France. Jamais. Donc je ne leur en veux pas. Il y a 30% des médecins qui prescrivent de l'activité physique actuellement. Pas beaucoup, hein, quand on voit l'importance de l'activité physique. Eh bien tout simplement, je m'adresse donc à eux, mais ça peut vous intéresser tous et toutes. Vous voyez, il y a des tas de maladies, là. Peu m'importe les maladies, ça n'a aucune importance. Je les ai classées, enfin dans cette étude, on les a classées au niveau de le temps de sédentaire. Là, ce que vous avez là, c'est la moyenne de la population. Vous voyez, presque 8 heures par jour. Tous les malades sont plus sédentaires. Maintenant, l'activité physique. En vert, c'est ce qu'on devrait faire. Voilà ce que fait la population. Il y a 65% de la population qui est en dessous des recommandations. En France, c'est 95%. Et voilà tous les malades, ils sont tous en dessous. Donc nos malades bougent moins et sont plus sédentaires quand ils sont malades, alors que l'activité physique fait partie de leur traitement. Plus je bouge quand je suis malade, moins j'ai de complications, moins ma maladie est grave, moins je prendrai de médicaments. C'est formellement prouvé. Eh bien voilà, nous en sommes là. C'est pour ça que vous devez prescrire de l'activité physique. C'est pour ça que vous devez faire de l'activité physique à vos malades. C'est essentiel. On va y revenir, mais c'est vraiment très important. Alors voilà ce qui se passe quand vous ne bougez pas. Excusez-moi, là encore, j'ai un petit... Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la spirale du déconditionnement. La spirale du déconditionnement, ça c'est le malade qui n'a pas l'habitude de marcher, donc dès qu'il marche, il est essoufflé. Ou quand il monte des marches. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'en monte pas. Et puis un jour, il est forcé d'en monter. Il ne peut pas. Parce qu'il a fait tellement de temps qu'il n'a pas marché, pas bougé, monté de marche, qu'il ne peut pas. Donc il va petit à petit, et des fois, je vous promets que c'est vrai, je l'ai eu au moins 5 fois dans ma carrière, il se retrouve dans un fauteuil roulant, alors qu'il n'a rien à faire dans un fauteuil roulant. Donnez-le nous, on va le prendre avec les enseignants d'activité physique adaptée ou les kinésithérapeutes, on va le remettre debout, il va marcher. Ça, c'est le déconditionnement. Donc vous, les médecins, vous avez une chose à bien retenir, et même les infirmières, les gens qui encadrent les malades. Un malade qui a une maladie chronique qui s'aggrave, avant de penser que c'est sa maladie, demandez-lui, est-ce que vous bougez? Combien de temps passez-vous assis? S'il ne bouge pas du tout, vous pouvez augmenter autant que vous voulez les médicaments, il sera toujours aussi fatigué, toujours aussi essoufflé. La seule solution, vous voyez, principal facteur d'aggravation très fréquent des malades chroniques, toujours y penser, la rechercher chez un malade qui va moins bien. Alors, ceci dit, comment ça marche? Comment est-ce que tout ce que je viens de vous dire se fait? Donc, je vous ai mis ici un monsieur, vous voyez, qui a tendance à mettre un peu de graisse dans son ventre, quand même, au fur et à mesure. Je vous rappelle que ce n'est pas la peine d'avoir une balance. Moi, mon tour de taille me suffit. Le jour où mon pantalon me serre, je me dis, François, il faut que tu manges moins ou que tu bouges plus, ou que tu fasses les deux. Je n'ai pas la peine de besoin de monter sur ma balance. Je sais que j'ai accumulé de la graisse qui est mauvaise pour ma santé. Donc, à moi de me bouger. Cette graisse, voilà ce qu'elle va vous donner. Vous voyez les cellules graisseuses qui vont gonfler. C'est pour ça que mon pantalon ou ma jupe me serre. Et puis, elles vont libérer les petits traits rouges que vous voyez qui font quoi? Qui augmentent l'inflammation, qui augmentent le stress oxydant. Vous connaissez tous les antioxydants, les betteraves, les carottes, etc. Donc, s'il y a des antioxydants et qu'on vous dit d'en manger, c'est qu'on a des oxydants qui ne sont pas bons pour la santé. Eh bien, moins vous bougez, plus vous êtes assis, plus l'inflammation et le stress oxydant augmentent, et surtout, vous détruisez vos défenses immunitaires sur lesquelles je vais revenir. Et ça augmente le risque de 20 à 40% de plus de 40 maladies chroniques. Parkinson, Alzheimer, cancer, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, 40 maladies sont favorisées par ce terrain-là.
Regardez un petit peu, et là c'est plutôt médical, mais ça va vous intéresser quand même, parce que vous allez voir, c'est un article, moi, qui m'a beaucoup impressionné. Ce que vous voyez jaune, là, c'est les cellules graisseuses, c'est les mêmes que là. Et puis on va regarder ce qui est vert. Ce qui est vert, ce sont des cellules qu'on appelle des macrophages. C'est des cellules qui vont détruire les cellules cancéreuses que vous avez dans le corps. Donc vous empêchez de développer un cancer ou une infection. Quand elle est verte, cette cellule, elle marche bien. Vous voyez, elle diminue l'inflammation anti-inflammatoire et elle est capable de manger, la phagocytose, c'est manger les cellules anormales. Elle peut le faire. Je suis un monsieur ou une dame qui mange bien et qui bouge. Maintenant, je décide, on va dire n'importe quoi, un monsieur, il a divorcé, sa maison a brûlé, il a perdu son chien, voilà. Il décide de ne plus bouger, la vie est trop dure, et il mange n'importe quoi. Les cellules vertes se transforment en rouge. Le macrophage est devenu pro-inflammatoire, il augmente l'inflammation, et il ne peut plus détruire vos cellules anormales. C'est pour ça que quand vous êtes en surpoids ou que vous êtes sédentaire, vous avez plus de cancer que quand vous bougez et que vous avez un poids normal. C'est tout. Parce que ces cellules-là ne peuvent plus vous protéger. Maintenant, je décide de bien manger et de bouger, je reviens là et je suis capable de me défendre. Donc tout ça, on le sait. Tout ça, c'est formellement démontré et c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Parce que quand vous bougez, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va revenir à vos ancêtres et aux miens, Homo sapiens, monsieur et madame. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que monsieur et madame Homo sapiens, les gènes qu'ils avaient, vous avez les mêmes, à 95-97%. Donc il y a 3-5% de différence, presque rien. Or, qu'est-ce qu'il avait, Homo sapiens, pour survivre? Il avait développé des gènes qui lui permettaient de stocker les graisses, parce qu'il ne mangeait pas tous les jours. Des fois, il ne mangeait pas pendant très longtemps. Donc quand il mangeait énormément, il stockait les graisses, il pouvait tenir plusieurs jours sans manger. Du moment qu'il buvait, parce que la boisson, ça c'est indispensable. Et puis il avait surtout développé aussi des gènes, parce qu'on vous parle d'un chasseur-cueilleur. Je vous rappelle qu'ils n'avaient pas de fusil à lunettes, même pas de lance. Donc comment ils chassaient? En épuisant les animaux, en courant derrière. Qui parmi vous peut épuiser un animal sain? Bien sûr, si vous en mettez un qui a les deux jambes cassées, deux pattes cassées, bien évidemment, ça ne compte pas. Aujourd'hui, qui parmi vous peut épuiser un animal en courant? Personne. Peut-être les meilleurs coureurs à pied, peut-être Jimmy Gressier, notre champion du monde du 10 000 mètres. Mais moi, je ne peux pas. Donc, pourtant, j'ai les mêmes gènes qu'Homo sapiens. Je suis intrinsèquement capable d'épuiser un animal en courant. Et si vous n'êtes pas convaincu, on met un monsieur sur un vélo, ou une dame, je ne sais plus, il y avait les deux, on bloque sa pédale droite ici, et il va pédaler qu'avec la jambe gauche, puisque celle-là, il ne peut pas. Il pédale 20 minutes. Après, on lui prend un petit bout de muscle devant la jambe, et on regarde dedans combien il y a de protéines. Pourquoi une protéine? Parce qu'une protéine ne peut apparaître dans votre corps que si un gène est stimulé. Donc là, je vais regarder un muscle stimulé par l'activité physique, jambe gauche, un muscle stimulé par rien. Le muscle stimulé par rien, il y a quelques protéines, vous voyez, jambe de repos. Ça, c'est le muscle qui a bougé. Vous avez 212 molécules. Qu'est-ce qu'elles font, ces molécules? Elles baissent l'inflammation, elles baissent le stress oxydant et elles augmentent les cellules vertes qu'on a vues tout à l'heure, qui sont bonnes, elles augmentent l'immunité. Tout l'inverse de ce que vous n'avez pas quand vous ne bougez pas. Par contre, je vous rassure, dans notre société actuelle, nous n'arrêtons pas de stimuler nos gènes qui stockent les graisses. Puisqu'on mange de plus en plus, on mange n'importe quoi, et comme on ne bouge pas, l'épidémie d'obésité explose dans le monde. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce que je viens de vous montrer, ça s'appelle l'épigénétique. Ça veut dire que vos gènes, que vous en donnez votre papa, votre maman, ils vont plus ou moins s'exprimer selon votre mode de vie. Je prends un exemple qui n'est pas juste, parce que ça ne se passe pas exactement comme ça, mais pour que vous compreniez bien. Votre papa ou votre maman vous a donné le gène du cancer du poumon. Vous l'avez dans vous, dans toutes les cellules. Vous ne fumez pas, vous n'aurez pas le cancer du poumon. Vous fumez, vous aurez le cancer du poumon. Votre gène est stimulé par le tabac et développe le cancer du poumon. C'est l'effet de l'environnement sur vos gènes. Et ça, c'est la révolution. La révolution, ce n'est pas l'intelligence artificielle, la révolution, c'est l'épigénétique. Parce qu'on s'aperçoit que les gènes vont s'exprimer plus ou moins selon mon mode de vie, et peut-être selon des médicaments. Donc on va changer complètement notre vision des choses.
Avant, moi, je pensais, j'ai appris, on pensait tous, qu'on avait les gènes de notre père, de notre mère, ça ne servait à rien. On ne pouvait rien changer ici. On peut faire en sorte qu'ils s'expriment plus ou moins. Eh bien, ça, c'est de l'épigénétique. En fin de compte, vos muscles, là, vous voyez, je vais produire, si je fais ça 20 minutes, 212 molécules. Mon muscle, c'est une pharmacie ambulante. Vous les avez. Le problème qu'il y a, c'est ça, c'est que nous sommes génétiquement programmés pour bouger. On n'a pas d'issue. On ne peut pas rester en bonne santé toute sa vie si on ne bouge pas. Alors vous aurez toujours une exception. Mais peut-être que cette exception, si elle avait bougé, elle aurait vécu encore plus longtemps. C'est toujours pareil quand on me dit, oui, mon grand-père, il buvait 2 litres par jour, il fumait 3 paquets de clopes, il est mort à 85 ans. Oui, s'il n'avait pas bu et fumé, il serait peut-être centenaire. Donc ça ne veut rien dire pour moi. Et vous voyez les médicaments, les molécules, vers l'os, ostéoporose, vers le cerveau, la mémoire, la diminution de la graisse, le cœur qui s'améliore, les vaisseaux qui s'augmentent. Vous avez aussi les cancers, le microbiote intestinal qui s'améliore. Tout ça grâce à quoi? Parce que vos muscles ont bougé. Donc ça vaut la peine de faire ce petit effort. Et malgré tout ce que je viens de vous dire, nous sommes face à un tsunami d'inactivité physique et de sédentarité. Et nous regardons ailleurs, tout le monde s'en fiche, personne ne nous croit, comme pour le réchauffement climatique. Pourtant, voilà ce qui se passe, 12 heures pour les adultes, assis en moyenne en France, quand ils travaillent, et 9 heures quand ils ne travaillent pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas le travail qui vous force à rester assis. Les enfants, 7 ans, 51% de son temps passé assis dans la journée. 15 ans, 74% du temps passé assis chez les adolescents actuels. Flemme, je m'ennuie, je dep. Voilà le résultat de ces 74%. Ça, c'était nous. Les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu. Moi, j'ai bien connu 1982. On était tous minces, des gros ordinateurs. Aujourd'hui, on est tous gros, on a des tout petits ordinateurs. Messieurs et mesdames, je vous présente le progrès. Voilà un petit peu où nous en sommes. Alors ça, c'est une photo qui n'est pas truquée. C'est une vraie photo que j'ai prise il y a quelques semaines dans le train. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai prise, parce que ça m'a scotché. Je prends souvent le TGV pour mon travail. J'aime bien être en haut, donc je descends toujours les escaliers quand j'arrive. Et là, j'ai 2 messieurs. Un monsieur qui a une quarantaine d'années, un peu moins peut-être. Et là, c'est un jeune qui a son truc sur les oreilles, son casque, et qui doit avoir 20-25 ans. J'ai vérifié, aucun n'avait son portable. Alors là, j'étais très surpris de The North Face. Quand même, comme quoi il veut tromper son monde. Bon, passons. Vous savez pourquoi ils s'asseyent? Parce que quand on est arrivé à Rennes, la porte ne s'est pas ouverte. Eh bien, le temps que la porte se décoince, ils n'ont pas pu rester debout. L'addiction à la chaise, c'est ça. Donc la chaise, c'est quelque chose qui, je vous l'ai dit, n'est pas bon pour vous puisque ça ne vous repose pas, c'est nos enfants qui le disent, et ça nous rend addicts. Je ne me rends pas compte que je suis assis. Je suis sûr que si je vous demande votre temps sédentaire dans la journée, vous êtes incapable de me répondre en 5 secondes. Si je vous dis combien de temps vous regardez la télé, vous saurez me dire. Mais si vous me dites votre temps sédentaire, vous allez voir, en creusant bien, vous avez bien compté le temps passé dans la voiture? Vous avez bien compté le temps passé assis en attendant quelqu'un parce que vous êtes arrivé en avance 5 minutes? Oh, il arrive dans 5 minutes. Bon, je vais m'asseoir en attendant. C'est ça l'addiction à la chaise. Un fumeur qui fume 20 cigarettes se rappelle de 3. 17, il les a oubliés. La sédentarité, c'est pareil. Vous ne vous rappelez pas que vous êtes assis. C'est une addiction, c'est tout. Et cette addiction, contrairement à ce que pensent les gens, on avait demandé aux Européens est-ce que c'est dangereux en 2018 de rester assis ou allongé longtemps? Non, 72% des Européens. Aucun danger. Pourtant, c'est la 4e cause de mortalité mondiale, la première cause de mortalité évitable et 40 à 50 000 décès par an en France. Donc je termine sur la chaise. La chaise est une addiction qui vous ment et qui vous tue. Pas tout de suite, dans 20 ans. 40 à 50 000 décès par an. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Alors vous pouvez se détendre un peu parce que je sens que vous commencez à déprimer. Si ça se trouve, je suis une grande sportive, mais je suis asymptomatique. Vous remarquerez que cette jeune femme n'a pas que la sédentarité comme addiction. Donc elle multiplie les risques. Mais bon, voilà les chiffres qui font peur. Je vais juste jeter un œil là-haut. Je trouve ce petit schéma amusant.
Ça, c'est le papa et le garçon, vous voyez, qui se ressemblent. Hein. McDonald's, 10 minutes. Cardiologie, 1h06. Gymnase, 54 minutes. École, 45 minutes. Boulanger, 30 minutes. Ça, c'est la force de McDonald's. Il vous colle des magasins, des restaurants partout. Là, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus où je parlais, des parents qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient signé une pétition parce qu'il y a un Burger King à 200 mètres du collège. Comment peut-on laisser dans une municipalité un Burger King se mettre à 200 mètres d'un collège? Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Ou alors Burger King paye des impôts faramineux ou autre chose. Je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Regardez les chiffres. Nous sommes en 2025 à plus d'1 milliard d'obèses dans le monde. 1 milliard des humains sont obèses. Il y a plus dans le monde de gens en surpoids que de gens dénutris. C'est la première fois que ça arrive. Même dans les pays où les enfants, tout ça, mangent rien, il y en a quand même au total plus qui sont en surnutri. Et si ça ne change rien, en 2050, un enfant sur 3 sera obèse et 60% des adultes seront obèses. 6 adultes sur 10 seront obèses. Et si vous n'y croyez pas, regardez les Américains. 90% des Américains sont en surpoids, 48% sont obèses. Un Américain sur 2 est obèse. En 2050, un Français sur 2 sera obèse. En 2050, un enfant sur 3 sera obèse. Si on ne change pas ce mode de vie. C'est les chiffres. Ce n'est pas moi qui le dis. L'obésité en France, entre 1997 et 2023, a été multipliée par 4 entre 18 et 24 ans et par 3 entre 25 et 34 ans. Les obèses en France ont entre 18 et 34 ans. La majorité. Et ça va continuer à baisser. Et vous allez voir que dans quelques années, ce sera entre 16 ans et 25 ans. Et ainsi de suite. Parce que nous ne comprenons pas que ce n'est pas possible de continuer à avoir ces modes de vie avec une malbouffe et en plus en ne bougeant pas assez. Et pour les maladies, c'est pareil. Entre 2020 et 2030, l'OMS nous a promis 500 millions, un demi-milliard de malades de plus, ce qui va coûter 27 milliards de dollars par an. La France, entre 2020 et 2025, c'est M. Braun qui m'avait dit ça, je parlais avec lui. Il m'a dit, M. Carré, on attend 1 million de malades chroniques de plus. Je pose 2 questions. Qui va soigner dans le désert médical actuel et qui va payer? Moi, je vous le dis, on ne soignera pas et on ne paiera pas. On ne pourra pas. Aujourd'hui, quand un médecin de ma génération part en retraite, il faut 3,1 médecins pour le remplacer. On a déjà multiplié le numerus clausus par 3. Ça ne sert à rien, puisque pendant leurs études, il y a 2 millions de malades de plus qui s'arrivent. Et bientôt, ce sera 3 millions en 10 ans. On ne pourra pas soigner tous les malades. C'est impossible. Un président ou une présidente nous dira, après 65 ans, on ne vous soigne plus. D'abord, on n'a plus d'argent, et puis on n'a pas assez de médecins. On ne veut pas nous croire. Et je dis bien nous, parce que ce n'est pas moi qui le dis, on est plusieurs à le dire. Le problème, ce n'est pas le nombre de médecins, c'est le nombre de malades. On peut en former autant qu'on veut, on n'y arrivera pas, tant qu'on ne fera pas de la véritable prévention. On ne veut pas y croire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En France, le budget de la prévention, c'est 1 à 2% du budget de la santé. D'ailleurs, ce n'est pas un ministère de la Santé qu'on a, c'est un ministère de la Maladie. La preuve, les médicaments, l'argent sert à quoi? À payer des médicaments. Les médicaments, c'est bien pour les malades. Donc, 74% du budget, c'est pour payer des médicaments. Donc, on est bien un ministère de la Maladie. On n'est pas un ministère de la Prévention. Si on avait 20% pour la prévention, je dirais qu'on a un ministère de la Santé. Mais ce n'est pas vrai. On a un ministère qui ne sert qu'à soigner les malades. Alors, bien sûr, les escaliers en béton sont toujours en panne. Ça, c'est terrible, vous voyez. Hein? Et là, j'attends. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas 2% pour faire 30 minutes d'activité physique. Hein. Mais par contre, 10 étages, 10 escaliers comme ça y est, ils y sont aux 30 minutes. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Expliquez-moi pourquoi je prends un escalator sans monter les marches. Surtout que le jour où il est en panne, il les monte les marches. Incroyable. Moi, j'attends le jour, je ne suis pas sûr que je le verrai. Je serai peut-être mort, mais vous le verrez, les plus jeunes, ou les plus jeunes que moi en tout cas. Vous allez voir, l'escalator va tomber en panne. Les gens vont attendre qu'on vienne le réparer. Comme l'ascenseur, pareil. Vous verrez, vous verrez. Et regardez là, même chose, sauf que c'est des cardiologues qui vont à un congrès. Ils ne sont pas mieux. Et vous savez ce qu'ils vont dire là-haut quand ils vont faire leur exposé?
Moi, vous savez, exhortez vos malades à bouger. Hein. C'est les mêmes qui sont là. Alors quand je montre la photo, ils rient. Ils rient moins quand je leur dis que la prochaine, ça va être pas longtemps, c'est au mois de janvier. C'est à la mi-janvier que je prends ces photos-là, puisqu'il y a un grand congrès à Paris. Et si vous voyez, il y a 2 escalators à ce qui se suivent, c'est incroyable. Il n'y en a pas un qui monte les marches, pas un. Il n'y a que moi qui passe entre les deux, qui écarte. Je leur propose même de me suivre. J'ouvre la voie, je leur dis. Suivez-moi, j'ouvre. Pas un. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut que nos malades bougent. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà nos enfants. Vous voyez la santé de vos enfants, c'est ce que vous voyez. Nous, c'est ça. Moi, ce que je vois là, je vois que les collégiens de 11 ans ont une pression artérielle plus élevée que les collégiens de 11 ans d'il y a 20 ans. Je vois que les collégiens de 11 ans aujourd'hui ont plus de cholestérol que les collégiens de 20 ans. Moi, je vois que les collégiens d'ici, d'aujourd'hui, ils ont un taux de sucre, c'est-à-dire une glycémie dans le sang plus élevé que ceux d'il y a 20 ans. C'est pour ça qu'avant, je disais la bombe sanitaire, on est face à une bombe sanitaire à retardement. Elle est là, la bombe sanitaire. La voilà, la bombe sanitaire. Nombre de diabétiques de type 2 chez les filles adolescentes aux États-Unis entre 2004 et 2012 et chez les garçons. Je vous rappelle que le diabète de type 2, c'est une maladie de l'homme de 45 ans. En médecine, quand j'ai fait médecine, j'ai appris que c'était une maladie de l'homme de 45 ans. Je n'avais jamais vu un diabétique de 14 ans. Nous avons de plus en plus de diabétiques de 14 ans. On a les dépressifs de 11 ans et on a les diabétiques de 14 ans. Quelle est la première cause d'arrêt cardiaque en France avant 30 ans? C'est l'infarctus du myocarde. Ça ne veut rien dire pour vous. Sauf que l'infarctus du myocarde, c'était 45 ans. C'est 30 ans. Donc, j'en suis certain, les collégiens de 15 ans actuels préparent leur infarctus à 30 ans. Pas tous, mais il y en aura au moins 30%. C'est-à-dire que nos malades n'auront pas 50 ans, ils auront 30 ans. On ne pourra pas les prendre en charge. Alors que ce n'est pas si difficile de montrer un autre exemple. Regardez, il y a 2 choses qui jouent en réalité. Quand vous parlez avec les sociologues, c'est le comportement et la relation parentale. Alors soyons très clairs, c'est très compliqué, déjà pour l'adulte de se mettre en mouvement, pour l'enfant aussi. Pour vous montrer combien c'est compliqué, je vais vous prendre un exemple que vous avez sûrement connu et que moi je connais régulièrement avec mes petits-enfants, sauf qu'ils ne me la font pas parce que j'ai compris pourquoi. C'est d'aller au parc qui est à 400 mètres. Donc je prends le plus petit, on va prendre mon plus jeune à 3 ans. Donc on va en marchant, et bien sûr, au bout de 50 mètres, il se tourne vers moi, comme il a une tête d'ange, il me fait un grand sourire, « Papy, j'ai mal aux jambes ». Je lui dis « Mais non, t'as pas mal aux jambes, regarde, t'es costaud, viens, on continue ». 50 mètres après, il s'assied, « Papy, je peux plus, j'ai trop mal, je suis blessé ». Enfin oui, vous le connaissez. Je craque, si vous voulez, je suis le grand-père, je le prends dans mes bras. À peine arrivé, il saute de mes bras, il court, il va jouer pendant 3 heures au parc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne l'amuse pas de marcher. Il sait marcher. Et il ne comprend pas pourquoi il a besoin de marcher. Alors que quand il est au parc, il joue, il s'amuse, il découvre des nouvelles choses. Et là, il a la récompense. Mais en marchant, il n'a pas de récompense. Et en fait, c'est là que ça se passe. C'est dans notre cerveau. Nous sommes partisans du moindre effort. Notre cerveau nous dit « non, bouge pas ». Si je n'ai pas la volonté de dire « si je vais bouger », eh bien, je ne le ferai pas. Sauf si j'arrive à faire passer tout comme dans une routine. Si je prends toujours pareil, mon modeste exemple, je ne suis pas un exemple. Pour moi, ça ne me vient jamais à l'idée de prendre un ascenseur. Sauf si je suis au 7e, à ce moment-là, je le prends. Je monte à pied jusqu'au 3e, 4e et je prends l'ascenseur après. C'est tout. Jamais je vais prendre un escalator sans monter les marches. Ça ne me vient même pas à l'idée. Maintenant, dans ma tête, c'est fini. Mais parce que depuis longtemps, je m'y suis mis. Au début, je n'étais pas mieux que vous. Simplement parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Je sais que c'est indispensable. Je sais que ça fait partie pour que ma santé fonctionne bien. Donc, si j'y crois, je vais le faire. Alors, dire à son fils, ta mère et moi, on trouve que tu passes trop de temps devant ton écran en regardant nos écrans, ça ne sert à rien. Vous pouvez le dire 100 fois. Il ne va pas comprendre. Et puis si vous lui dites, dis donc, tiens, là, au lieu de rester avachi sur ton canapé, va donc jouer dehors, il fait beau. Mais vous le punissez. Pourquoi vous restez à regarder la télé et lui, il irait dehors en laissant son ordinateur? Elle est où la justice, là? Non, ce qu'il faut lui dire, dis donc, moi j'ai envie, j'ai les jambes, là, ça me défoule, j'ai des fourmis dans les jambes, j'irais bien un peu jouer dehors, viens, allez, viens, on va rigoler. Il va venir. Alors, il faut le faire rigoler. Sinon, vous lui avez menti. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile,
Mais je vous dis que ça peut marcher. Mais qu'en tout cas, ce n'est pas en disant ça, ni en disant de toute façon c'est des larves. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils sont tous des larves. Et quand tout le monde est comme vous, quand on aura 60% d'obèses, je peux vous dire que quand tout le monde sera obèse, ben vous pourrez toujours aller dire aux gens qu'il ne faut pas être obèse. Ce ne sera pas possible. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Regardez, parents peu actifs, 38% d'enfants qui sont inactifs. Malheureusement, on ne le voit pas, mais parents actifs, là le bleu qui est là monte jusqu'à 38%. 38% des enfants très actifs. La dame, elle a tout compris. Trottinette pour elle, trottinette pour son fils, trottinette à 3 roues pour la petite. Parfait. Je me permets de vous rappeler quand même qu'offrir une trottinette électrique à son fils ou à sa fille de 14 ans, c'est qu'on lui veut du mal. Hein. C'est clair. Rappelez-vous, un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Un enfant qui n'apprend pas à dire « bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir » à 6 ans, il ne le dira pas à 20 ans. Un enfant qui a appris à se laver les dents à 15 ans, il n'apprendra pas à 20 ans. Donc je ne vois pas pourquoi un enfant qui n'a jamais monté un escalier jusqu'à 15 ans le montrait à 20 ans. Aucune raison. Et la preuve, elle ne sait pas toute la chance qu'elle a d'avoir sa maman de monter des marches. Parce qu'elle montera des marches quand elle sera adulte. Parce qu'elle ne se posera pas la question. Son cerveau ne lui dira pas non. Automatiquement, elle ira vers l'escalier, elle montera les marches. Il faut que tout ça redevienne automatique. Avant, ça l'était parce qu'on n'avait pas le choix. On faisait plein de choses. Aujourd'hui, on a tout pour ne pas le faire. Et comme je vous dis que le cerveau nous rend paresseux, eh bien, on ne le fait pas. Et puis ça, c'est moi. Avec un de mes petits-enfants, je n'ai pas encore la canne, mais ça ne va pas tarder, je pense. J'ai déjà la casquette. Et là, c'est du gagnant-gagnant. Alors, je change. Hein, ce n'est pas toujours les mêmes petits-enfants que j'ai avec moi qui vont intervenir. Rien n'est perdu, parce que sinon, vous doutez bien que s'il n'y avait plus aucune chance, je ne vous parlerai plus. Hein. Il y a longtemps que je serais en train d'aller faire un footing ailleurs, plutôt que de me dire aux gens, je suis en train de leur dire que c'est foutu et qu'on ne peut rien faire. Si, c'est facile. Regardez, ici, j'ai pris des adultes. Alors, on a pris capacité physique moyenne, vous voyez. Hein. Elle n'est pas élevée, elle est low fit, c'est-à-dire faible à moyenne. Là, c'est leur risque d'avoir une maladie cardiaque, en rouge. On les fait bouger beaucoup plus. La capacité physique va augmenter, donc le risque diminue. On les fait bouger beaucoup moins. Le risque réaugmente. Donc, rien n'est perdu. Que j'ai 10 ans, 15 ans, 50 ans, 80 ans, je peux toujours passer là. Alors, bien sûr, à 80 ans, ça va être minime, mais je vais gagner quelque chose. Les enfants. En 2022, on a fait une étude sur 9300 collégiens. Ils ont couru pendant 5 minutes. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais c'est en 1987. Ils couraient à 11 km/h, les collégiens de 11 ans. En 2022, dans notre étude, 9,7. Ça, c'est la baisse de la capacité physique. Ça, c'est la baisse du capital santé. Aujourd'hui, en France, un collégien de 11 ans, alors je ne vous prends pas ceux qui font de la course à pied parce qu'ils sont dans un club d'athlétisme ou parce qu'ils font beaucoup de sport, je vous parle, la moyenne, n'est pas capable de suivre un homme de 60 ans ou 65 ans qui court sur 1 kilomètre. Parce qu'un homme de 60-65 ans, actif, pas sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge, peut courir pendant 6 minutes, faire 1 kilomètre, c'est-à-dire à 10 à l'heure. Pas un enfant de 11 ans. Plus un enfant de 11 ans. Donc, nos enfants de 11 ans ont pratiquement le capital santé de quelqu'un de 65 ans. C'est tout. Nous, on est là, on donne les chiffres, mais rien n'est perdu puisque, vous voyez, ces 9300, on les a répartis en 2 groupes. Un groupe pendant lequel on a fait faire pendant 10 minutes, pendant 8 cours d'éducation physique et sportive, pendant 4 semaines. Donc, ça nous fait, il y avait 2 cours par semaine. 4 semaines, ça fait 8. Donc, en 80 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 10 minutes? Il courait vite pendant 30 secondes, il marchait 20 secondes, il recourait vite pendant 30 secondes, et il marchait, il faisait du fractionné, 10 minutes. Eh bien, en 4 semaines, ils ont rattrapé 44% de cette baisse. 4 semaines, 80 minutes d'efforts intenses. Donc, on peut tout rattraper, et très vite. Mais si on reste sur nos chaises, si on ne fait rien, eh bien, on ne rattrapera rien du tout. Alors, pour terminer, pour qui et comment prescrire de l'activité physique adaptée? D'abord, vous avez des outils. Vous pouvez, ceux qui sont intéressés, télécharger ces outils, ils sont gratuits. Un guide sur la connaissance de l'activité physique et la sédentarité, dont je vous ai un petit peu parlé, et puis quelle consultation et comment prescrire de l'activité physique. Qui peut prescrire? Tous les médecins. Tous les médecins peuvent prescrire, c'est ce qu'ils vous ont mis ici. Et c'est qui sont concernés?
toutes les maladies chroniques, donc ça fait plus de 40 maladies, c'est des gens qui ont des facteurs de risque, c'est-à-dire des gens qui ont du cholestérol, qui ne bougent pas beaucoup, qui sont très sédentaires, très peu actifs, et puis les gens qui commencent à perdre d'autonomie, c'est-à-dire les personnes âgées, dont on voit qu'elles ne sortent pas de chez elles. Qui va encadrer? Ça va dépendre des limitations, soit les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens pour les gens les plus limités, les diplômés en activité physique adaptée, santé, en activité physique adaptée, oui, santé, ça va être pour les gens un peu moins limités avec les kinés, et puis enfin, pour le sport santé, ça peut être des éducateurs sportifs qui ont une formation spécifique. Vous êtes médecin, vous êtes infirmière, vous êtes kiné, vous êtes quelqu'un qui voit des malades. Première question à leur poser, comme vous leur demandez à tous, vous fumez, c'est « est-ce que vous bougez ?» Combien de temps passez-vous assis par jour? C'est aussi important. 5,2 millions de morts par an liés à la sédentarité, 5,1 millions de morts par an liés au tabac. Donc je ne vois pas pourquoi tous les gens de la santé ne demandent pas à leurs patients « est-ce que vous bougez? Est-ce que vous êtes assis ?» Si vous ne le demandez pas, ils ne vous le diront pas. Et vous allez passer à côté d'un risque, c'est un facteur de risque, comme l'hypertension artérielle, comme le tabac. En prévention primaire, vous devez dire aux gens qui doivent respecter les recommandations, vous leur expliquez ce que c'est. Ne vous trompez pas. Si jamais vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « moi je marche 10 minutes par jour », ne lui dites pas « c'est 30 minutes ». Il ne pourra pas faire 30 minutes. 10 minutes, vous lui dites « écoutez, c'est pas mal, mais on va essayer de passer à 15 ». Donc vous faites 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Et on se revoit dans un mois. Et dans un mois, ça se passe bien les 15 minutes. Ah oui, puis vous avez raison, parce que depuis que je fais 5 minutes de plus, je le sens. Eh bien, on va essayer 5 minutes de plus encore. Et vous allez arriver aux 30 minutes. Ne pensez pas aux 10 000 pas. Les 10 000 pas, c'est rien. Jamais l'OMS a parlé des 10 000 pas. Jamais. Les 10 000 pas, c'est une histoire de marketing pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 1964. 10 000 pas, en réalité, enfin 30 minutes, c'est 6 à 7 000 pas. Si la personne vous dit « je fais que 2 000 pas par jour », ne lui dites pas « il faut faire 6 000 pas ». Il ne les fera pas. Faites 2 000 pas, écoutez, si vous faites 2 000, on peut en rajouter 500. Allez, 2 500 par jour. Il va le faire. 3 000, 4 000, il ne les fera pas. C'est trop dur pour lui. Il faut comprendre que ce sont des gens qui ont perdu l'habitude. Donc ça, il faut que vous le fassiez. Il va falloir que vous les informiez, que vous leur éduquiez, conseillez, etc. Dites-leur quand même, surtout s'ils sont malades, qu'ils vont avoir une vie, vous allez pouvoir diminuer certains médicaments. Ils vont avoir moins de séquelles de leur maladie. Ils auront moins mal aux genoux en marchant. Plus ils marcheront, moins ils auront mal aux genoux. Alors pas tout de suite, mais petit à petit. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut leur promettre. Et pour les médecins, je vous le rappelle quand même parce que c'est important, ne pas prescrire de l'activité physique à quelqu'un qui a une maladie chronique, c'est une perte de chance pour le patient. En d'autres termes, si je suis un peu brutal, c'est une faute professionnelle. Vous devez prescrire de l'activité physique. Et pour les autres personnes qui ne sont pas médecins, si vous avez une maladie ou quelqu'un dans votre famille qui a une maladie chronique, demandez au médecin de vous prescrire de l'activité physique. Vous savez, j'ai les épaules très larges, vous pouvez tout à fait dire, c'est M. Carré qui nous l'a dit, vous devez me le prescrire, sinon vous me traitez mal. Vous pouvez leur dire de ma part. Tout simplement parce que c'est vrai. Ça change la vie des malades. Il faut quand même le savoir. Alors, dans votre consultation, vous avez plein de choses à faire. C'est là où il faut un petit peu de temps, quand vous faites une consultation pour prescrire l'activité physique. Vous devez l'informer et lui dire que l'activité physique et l'activité physique adaptée, c'est un traitement. C'est une thérapeutique non médicamenteuse validée depuis 2011 par la Haute Autorité de Santé. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une lubie que vous avez, c'est vrai. Vous devez évaluer, je l'ai déjà dit, les niveaux journaliers d'activité physique, mais aussi ses capacités. Si le monsieur ou la dame vous dit « moi, vous savez, quand j'ai monté mes 15 marches, je suis content de moi, parce que je suis très essoufflé, je dois m'arrêter. » Ah, là, il va peut-être falloir que je vérifie au niveau du cardiologue s'il n'y a pas, ou du pneumologue, s'il n'y a pas un problème. Et à ce moment-là, vous allez le savoir. Et puis si vous lui dites, vous testez simplement ses épaules, vous faites ça, qui fait « Oh !» l'épaule droite, c'est peut-être pas la peine de lui faire des mouvements avec l'épaule droite. Il va falloir le garder et prévenir à la personne qui va s'en occuper. Le plus dur, c'est ça. Les patients ne veulent pas bouger parce qu'ils sont malades. Et quand on est malade, on ne bouge pas. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on dit aux malades, bougez. Avant, on leur disait, reposez-vous. Maintenant, on leur dit, bougez. Faites attention à l'entourage. Parce que tous les parents, tous les enfants,
tous les petits-enfants disent toujours au grand-père « N'en fais pas trop, papy, à ton âge !» Moi, ils sont prévenus chez moi. Le premier qui me parle de mon âge, il va avoir affaire à moi. Je le connais, je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle tout le temps. Donc, laissez les personnes âgées bouger. Encouragez-les, c'est super. Mamie veut desservir la table le dimanche quand elle a fini de servir, laissez-la desservir. Bon, vous pouvez lui donner un coup de main. S'il y a 15 personnes à table, c'est plus sympa pour elle, mais laissez-la desservir. Ça fait partie de sa vie, c'est son activité. Le jour où elle va rester dans le fauteuil, rappelez-vous, 3 mois dans le fauteuil, 3 mois au lit, et elle meurt. C'est simple, c'est les chiffres. Donc, faites bouger les personnes âgées, et nous, médecins, il faut qu'on arrive à trouver la motivation, je vais y revenir. Renseigner sur les structures d'accueil, je vais y revenir, s'intéresser et encourager. Ça aussi, je vous encourage, que vous soyez médical ou paramédical, toujours montrer l'importance de l'activité physique. Moi, tous mes patients qui se sont mis à bouger alors qu'ils ne bougeaient pas, je les traite comme des champions olympiques. Ce sont des champions olympiques. Moi, j'ai des patients qui pèsent 150 kilos, qui montent 6 étages sans s'arrêter. C'est des champions olympiques. Parce que moi, si je me mets un sac à dos de 40 kilos sur le dos et 30 kilos sur le ventre, je ne monte pas 6 étages sans m'arrêter. Donc, eux, ils ont un cœur magnifique, des muscles magnifiques. Donc, les personnes qui bougent, parce que vous leur avez demandé de bouger, parlez-leur-en. Alors, vous en êtes où? L'activité physique, comment ça se passe? Oh, super, vous faites 20 minutes, mais c'est extraordinaire. Si vous n'en parlez pas, ils vont arrêter. Parce que beaucoup le font pour nous, médecins, ou pour leur famille. Donc, quelles sont les contradictions? C'est simple. L'activité physique n'est jamais absolument, totalement et définitivement contre-indiquée. Vous pouvez toujours trouver une activité physique pour tout le monde. Rappelez-vous d'Aurélie Aubert. Elle ne bougeait que ses mains. C'est une activité physique. C'est la seule qu'elle peut faire, eh bien, elle va la faire. Et ça lui change la vie. Vous vous rendez compte que les gens qui s'occupent de patients handicapés viennent nous voir en nous disant « Vous vous rendez compte, tous nos malades meurent d'infarctus. Ils meurent de sédentarité, d'inactivité physique. Il faut faire bouger tous ces gens-là. On a des médicaments pour les soigner pour toutes leurs maladies, mais la polyarthrite rhumatoïde meurt d'infarctus. Les cancers meurent d'infarctus. C'est fou. Tout simplement parce qu'ils ne bougent pas. Et que, bien sûr, ils ne mangent pas bien à côté. Donc, il y a une question que vous me posez toujours, vous vous posez déjà, quand demander ou faire une épreuve d'effort, donc ça c'est très médical, presque jamais. Pourquoi? Parce que là je m'adresse aux médecins et aux paramédicaux, l'activité physique adaptée c'est une activité physique modérée, c'est-à-dire que je suis un peu essoufflé, mais je peux faire cet effort pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Et il n'y a aucun risque cardiovasculaire chez ces gens-là. L'activité physique adaptée, c'est prendre son cabas avec 1 kilo et marcher dans la rue. Est-ce que je fais une épreuve d'effort à tous les gens qui vont marcher dans la rue avec leur cabas? Non. Donc, n'en faites pas pour les malades, activité physique adaptée. La seule question se pose, s'il y a une activité physique d'intensité élevée, comme je vous l'ai mis, intensité élevée, c'est je suis très essoufflé. Là, il faudrait que je cours sur la scène. Je ne vais pas vous imposer ça non plus, pour vous montrer ce que c'est qu'une intensité élevée. Jamais on fera ça à nos malades. Jamais. Donc, il n'y a pas besoin d'épreuve d'effort. Sauf si le malade vous dit « je suis très essoufflé » ou « j'ai mal dans la poitrine quand je monte un étage ». Sauf si vous entendez un souffle quand vous l'examinez, un souffle cardiaque. Sauf si vous faites un électrocardiogramme et qu'il y a une anomalie. Sauf si la personne vous dit qu'à 25 ans, parce qu'elle est déjà en surpoids et diabétique, vous dit « moi, mon frère, il est mort à 18 ans d'une mort subite ». Là, il faut l'envoyer au cardiologue, mais sinon, ce n'est pas la peine. Donc, le moins souvent, envoyez au cardiologue. Alors ça, c'est l'entretien motivationnel. C'est comme pour le tabac. Là, vous voyez, c'est la personne qui n'a pas du tout envie. C'est vite fait, hein. Ça prend 2 minutes. Vous savez que si vous faisiez de l'activité physique, ce serait bon pour votre santé parce que vous avez quand même une maladie qui est très nettement améliorée par l'activité physique. Est-ce que ça vous dirait? Ah non, absolument pas, ça ne m'intéresse absolument pas, de toute façon, je n'ai pas envie de bouger, je ne bougerai pas. C'est bon, on ne va pas en parler. Vous leur dites tout simplement, bah, écoutez, c'est dommage parce que je suis sûr que ça marcherait bien, on en reparlera la prochaine fois. Et hop, la consultation va prendre point de temps, vous vous rattrapez un petit peu de votre retard, c'est bien. C'est comme le tabac. Le fumeur qui me dit « moi, de toute façon, je n'ai pas du tout envie d'arrêter de fumer », je ne vais pas me battre avec lui. Hein. Je lui dis bah, « écoutez, c'est dommage, mais on en reparlera ». Donc là, c'est ça. Et puis là, le gars, il a entendu, il s'est rappelé que vous lui en avez parlé, vous lui en reparlez 1 mois ou 3 mois après. Alors, dans sa tête, il se dit « ah, quand même, c'est marrant parce qu'il m'en parle beaucoup quand même, peut-être qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans ». Donc, c'est l'intention. Et puis, la fois d'après, il dit bah, « vous savez,
vous m'avez convaincu, je suis prêt à partir. Alors là, il faut foncer. Il est prêt à partir, il faut lui trouver où est-ce qu'il va aller, rapidement et tout. Parce que peut-être que le lendemain, il n'aura plus envie. Et puis là, il va arriver petit à petit à l'action et au maintien. Mais ce qu'il y a, c'est que très souvent, il rechute. C'est le fumeur qui s'est arrêté et qui recommence. Ça fait 3 mois qu'il avait arrêté, ou l'alcoolique qui avait arrêté de boire pendant 6 mois et qui retombe dedans. Ce n'est pas un échec. Il faut simplement lui dire, c'est dommage, mais vous l'avez déjà fait une fois, vous allez pouvoir le faire une deuxième, et plus longtemps. Toujours positif. Ce n'est pas la peine de lui dire que ce n'est pas bien, puisqu'il le sait que ce n'est pas bien qu'il ait rechuté. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc on va les aider petit à petit, étape par étape, pour qu'il change son mode de vie, qu'il soit plus actif et moins sédentaire. Alors une chose aussi, je vous conseille quand même, c'est ça, c'est la perception du risque. Vos malades, ils ont peur de l'activité physique. Parce qu'on leur a toujours dit, ça c'est le patient, vous savez, qui fait l'infarctus du myocarde, il rentre chez lui, il commence à soulever 3-4 bûches de bois. Après ton infarctus, tu ne te rends pas compte, arrête. Alors qu'il peut très bien soulever du bois. Vous savez qu'après un infarctus, on peut participer aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Donc ça prouve qu'on a changé quand même. Eh bien là, la personne, c'est ça. Elle a peur. Et vous devez savoir si elle a peur. Donc il faut vraiment, et là je m'adresse aussi aux kinésithérapeutes ou aux enseignants d'activité physique adaptée, s'il y en a parmi nous, ergothérapeutes, etc., psychomotriciens, parce que s'ils ont peur, il va falloir commencer tout doucement. Il n'est pas question qu'ils n'en fassent pas d'activité physique, mais tout doucement, et surtout en leur montrant qu'on a compris, qu'on allait tout faire pour qu'ils n'aient pas de mauvais signes. Rappelez-vous, un malade qui sort de votre séance d'entraînement avec des courbatures, ou 2 jours après avec des courbatures, c'est fini. Il va arrêter complètement l'activité physique. Vous n'avez pas le droit aux courbatures. Parce que le malade, lui, dit, c'est pas fait pour moi. Il vient me voir, il me dit, voyez, je vous l'avais dit, monsieur Carré, c'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est très important. Enfin, rappelez-vous, pour les médecins, le changement ne se prescrit pas. Vous pouvez écrire changer, ça ne marchera pas sur l'ordonnance. L'ambivalence, c'est quoi l'ambivalence? Je vous le rappelle, c'est je sais, oui, mais. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai un petit souci, c'est que j'aime beaucoup le chocolat. Quand je passe devant l'armoire de la cuisine où il y a le chocolat, de temps en temps, pas tout le jour, je passe et là, je me dis, oui, mais François, écoute, allez, tant pis. Oui, mais. Je sais que ce n'est pas bien, mais. Donc, il faut diminuer l'ambivalence. Je sais que je devrais mettre mes chaussures pour aller courir, mais je ne vais pas les mettre. Je sais que je devrais mettre mes chaussures pour aller marcher, je ne vais pas les mettre. Donc, c'est ça. Il faut jouer là-dessus et essayer toujours de l'accepter. Enfin, ça, je passe. Vous aurez mes diapositives à votre disposition, donc ne vous inquiétez pas. On a mis dans la Haute Autorité de Santé, vous voyez, je suis trop vieux. Oups. Je suis trop vieux. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. La météo n'est pas bonne. On vous a proposé des réponses pour lever les freins. De toute façon, vous ne devez jamais être en cours d'argument avec un malade à qui vous prescrivez de l'activité physique. Il faut toujours avoir une réponse. Si jamais il voit que vous êtes en train de douter, c'est fini, vous êtes mort. Il ne fera pas d'activité physique. Il a vu que vous aviez un doute. Qu'est-ce que vous devez prescrire? C'est simple. Une activité physique adaptée individuellement, vous avez 2 moteurs dans l'activité physique, le désir et le plaisir. J'ai envie et j'y prends du plaisir. Ah, on est mardi, super, je vais retrouver mes copains et mes copines. On va recommencer, la dernière fois, qu'est-ce qu'on s'est amusé? Et là, j'y vais. Si jamais ça ne me plaît pas, j'y vais pas. Donc, je peux changer d'activité physique. J'en ai marre de marcher, j'en ai marre de faire du vélo, eh bien, allez nager, allez faire autre chose, allez jouer avec une balle, avec une balle de tennis, avec n'importe quoi. Trouvez autre chose. C'est pas grave, vous n'aimez plus la marche à pied, on va trouver autre chose. Est-ce que vous avez déjà marché avec des bâtons? Est-ce que vous aimeriez? Oui, pourquoi pas, etc., etc. Donc, il faut toujours qu'il y ait du plaisir. Je vous rappelle que c'est en plus des 30 minutes chaque jour. On va leur prescrire 3 séances, 2 à 3 séances par semaine, mais les jours où ils ne font pas d'activité physique, ils doivent marcher. Parce que la pharmacie ambulante, les médicaments, ils ne marchent que 36 à 48 heures. C'est-à-dire que si je ne marche pas pendant 3 jours, j'ai perdu tous les bénéfices de ce que j'ai fait. C'est pour ça que c'est tous les jours qu'il faut le faire, malheureusement. À qui vous les confiez? Soit le niveau 1, c'est les malades les plus sévères, qui ont besoin d'un programme de rééducation et réadaptation, donc ce sera les masseurs kinésithérapeutes, ou bien les ergothérapeutes, les psychomotriciens, ça dépend du déficit qu'ils ont.
Les patients qui ont une maladie chronique ou bien un facteur de risque, donc les gens qui ne bougent pas assez par exemple, ou une situation de perte d'autonomie, les personnes âgées qui commencent à plus sortir de leur fauteuil, qui justifient d'un programme d'activité physique adapté, ils vont être pris en charge par un professionnel de l'APA, soit un masseur kinésithérapeute, soit un enseignant d'activité physique adaptée. Et puis enfin, vous avez les niveaux 3, 4, c'est ceux qui sont les moins touchés. Ce sont des gens qui ne bougent pas assez, qui sont trop sédentaires et qui doivent changer de mode de vie. Et donc, soit ils peuvent le faire tout seuls, par exemple, le diabétique de type 2, l'homme de 35 ans, 40 ans, qui a un syndrome métabolique, vous trouvez qu'il a une glycémie un peu élevée, la tension qui commence à monter, il vous dit non, d'accord, j'ai compris docteur, il faut que je change mon mode de vie, je faisais du vélo, j'ai toujours mon vélo, je vais me le faire retaper par le spécialiste de vélo et je vais recommencer à rouler. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Par contre, vous, médecin, vous devez le conseiller et lui dire, bon écoutez, je vous fais confiance, mais vous commencez doucement. Parce que rappelez-vous, si vous commencez trop dur la première sortie, vous allez arrêter le vélo. Et surtout, vous commencez soit tout seul, soit avec un ou deux copains qui vous attendent. Parce qu'autrement, vous allez partir avec vos copains, vous allez faire 20 km avec eux, puis après, il y a les 30 km qui resteront, vous serez tout seul. Parce qu'eux, ils ne vous attendront pas. Parce qu'eux, ça fait des années qu'ils roulent. Donc, vous voyez, ça, il faut leur donner les conseils. Et en plus, le patient a confiance en vous. Vous lui proposez quelque chose qui concerne l'activité physique. Et puis, autrement, si vous voyez ça, ben vous pouvez lui dire, ben écoutez, il va vous dire, ben je reprendrai bien, par exemple, le foot, j'aimais bien le foot, etc. Vous lui dites, ben écoutez, ok, mais vous allez d'abord passer avec un éducateur sportif qui va vous remettre en condition physique pour pouvoir jouer au foot. C'est le niveau 3. L'éducateur sportif, ce sont des gens qui travaillent dans des clubs sportifs, mais qui ont été formés à l'activité physique adaptée. Hein, ils ont une formation spéciale. L'ordonnance, vous devez l'écrire. Pourquoi ? Parce que si vous écrivez une ordonnance, il y a 50% presque de patients de plus qui continuent. C'est-à-dire quand c'est conseils oraux et écriture, ça marche. Après, vous faites comme vous voulez. Nous, dans notre service, j'avais instauré sur l'ordonnance, je marque d'abord activité physique et après les médicaments, pour bien montrer ce qui est important. Et surtout, le pharmacien, qui va voir tous les mois, tombe sur activité physique. Il va demander au malade, et votre médecin, il vous a prescrit l'activité physique, vous la faites ? Et ça, chaque mois, puisqu'on renouvelle les ordonnances à peu près chaque mois. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut, il faut faire des choses comme ça. Et puis, autrement, vous avez une ordonnance spéciale pour la personne qui va le prendre en charge, le kiné ou l'enseignant APA. Là, vous devez respecter ce qu'on appelle le FIT, F-I-T, VIP. Alors, VP, par contre, je ne veux pas pour rien I, c'est VP. F, c'est le nombre de séances par semaine. I, c'est quelle intensité ? Je vous ai dit modéré. Donc, je vous ai les remis ici. Modéré, c'est je peux parler en faisant de l'activité, mais je ne peux pas chanter. Et sur une échelle de 0 à 10, c'est 4 à 6. Temps. Combien la séance de travail ? 20 à 40 minutes. Ça veut dire 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de récupération. Donc, ça fait entre 30 et 50 minutes au total. Durée de la prescription, généralement, c'est 3 mois. Renouvelable, une fois. Globalement, c'est ça. Rappelez-vous que pour changer un patient qui veut vraiment continuer l'activité physique, il faut qu'il en fasse à peu près 3 mois pour changer sa motivation, à raison de 2 fois par semaine au moins. Le type, c'est de l'endurance, du renforcement musculaire, comme je vous l'ai dit, parfois souplesse, ça, c'est pas vous qui allez vous en occuper. Ça, c'est l'encadrant. Si l'encadrant voit que la personne, normalement, l'encadrant doit tester la capacité physique, doit tester la force musculaire, doit tester la souplesse et la coordination. Et si jamais, et l'équilibre. Et comme ça, il va apporter autre chose. Vous, généralement, moi, je marche toujours, endurance, renforcement musculaire, sauf si la personne me dit qu'elle n'arrête pas de tomber, bien sûr. Hein ? Et puis le V, c'est volume, P, c'est la progressivité, ça ne vous intéresse pas, c'est le professionnel de sport santé qui va le faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que les maisons sport santé ? Hein, je crois qu'on a parmi nous des gens d'une maison sport santé, si j'ai bien retenu ce que l'on m'a dit. Eh bien, les maisons sport santé, ce sont des maisons qui ont été mises en place. Monsieur Macron voulait qu'il y en ait plus que 500 à la fin de son premier septennat. On y est arrivé, il y avait plus de 500 maisons sport santé. En gros, depuis 2022, elles sont reconnues par l'État. Vous voyez, je vous ai mis ici ce qui est écrit, l'arrêté législatif qui est apparu. Depuis 2019, eh bien, c'est en 2022, elles ont été reconnues, ce sont des structures qui sont reconnues. C'est un guichet unique. Alors, je vous ai mis ici la maison sport santé du CHU de Rennes, puisqu'on avait une maison sport santé, il y a toujours, d'ailleurs, c'est plus moi qui m'en occupe, mais il y a une maison sport santé dans notre CHU. Donc, la personne
va venir voir, soit après avoir vu son médecin, soit toute seule. Par exemple, la personne a lu dans le journal qu'il fallait qu'elle fasse de l'activité physique quand on ne marchait pas assez, etc. Donc elle se dit, je vais aller à la maison Sport Santé. Elle va rencontrer le coordinateur ou la coordinatrice de la maison Sport Santé, qui va l'interroger. Oui, vous vous êtes rendu compte que votre santé peut-être n'était pas très bonne parce que vous ne bougez pas assez, vous avez pris du poids, etc. etc. OK, écoutez, moi, il n'y a pas de problème. Je préférerais quand même que vous demandiez à votre médecin si vous pouvez le faire. Alors, il va aller voir son médecin, il revient avec son ordonnance, et comme ça, on peut le prendre en charge. Qu'est-ce que fait la maison Sport Santé? Elle teste le poids, la force musculaire, un test de marche de 6 minutes pour tester la capacité physique, et tous les tests sont faits. Et à ce moment-là, on va discuter et on va lui faire un programme et lui dire, voilà, vous devriez faire ça. Vous habitez où? Vous habitez, je prends Rennes, par exemple, Villejean. Très bien, Villejean, j'ai 3 structures. Nous travaillons avec 120 structures. 120 structures qui peuvent accueillir des malades. Et pourquoi? Parce que si vous êtes, le malade est à plus de 10 minutes, 15 minutes de la structure, il n'ira pas. Il n'ira pas. Il dira, c'est trop loin, j'ai pas de bus, enfin, il trouvera une excuse, il n'ira pas. Donc nous, voilà, j'ai 3 structures. Il y en a une qui fait plutôt de la Zumba, n'importe quoi. L'autre, c'est plutôt du renforcement musculaire, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez le mieux? Ça, très bien. Toutes ces structures ont été visitées par notre coordinatrice chaque année en début d'année. Et elle fait ou elle assiste à une séance pour voir ce qui est fait. Parce qu'on ne va pas confier nos malades comme ça. On confie nos malades à des gens qui sont compétents. Donc en fin de compte, la maison Sport Santé, elle accueille, elle évalue, elle oriente. C'est ça son travail. On a très peu de patients qui font leur séance chez nous. Très très peu. Parce que d'abord, on n'a pas le temps de tout faire. Donc pour terminer, tout ce que je vous ai dit, je voulais simplement vous proposer une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Jim Rohn, un motivateur américain, comme je dis. Pourquoi? Parce que Jim Rohn, il a dit quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Jamais. C'était que mon corps, c'est le seul endroit où je suis obligé de vivre toute ma vie. Jamais j'ai pensé à ça. Et comme il dit, il faut que j'en prenne soin. Parce que si vous en prenez soin, vous allez vivre dans un endroit paradisiaque. De temps en temps, à l'âge venant, il y aura des petits couinements qui se mettront en place, etc. Mais globalement, vous arrivez à faire ce que vous avez envie de faire. Par contre, si vous n'en prenez pas soin, c'est comme votre voiture, c'est comme votre maison. La toiture, de temps en temps, hop, il y a une fuite, etc. Et un jour ou l'autre, vous allez vivre dans un endroit pourri. Pas demain, pas après-demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans, j'en sais rien. Mais de toute façon, ça ne se passera pas bien parce que vous êtes génétiquement programmé pour bouger. Voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, je ne sais plus le programme. J'ai oublié le programme avec tout ça, la suite. Non, mais c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Tout était clair, peut-être? Si jamais, non? Oui? Alors moi, j'ai un service à vous demander. Oui? En attendant, j'ai un service à vous demander si vous pouviez passer les messages que vous avez retenus ce soir à 5 personnes de votre entourage, ce serait cool. On multiplierait par 5 le nombre de personnes qui ont entendu les messages. Ce serait bien quand même. Donc je compte sur vous pour ça. Oui? Déjà, vous remercier pour la conférence d'une grande qualité, puis voilà, plein de messages simples à retransmettre effectivement. Moi, je voulais juste avoir votre regard sur le vélo électrique versus le vélo classique. Voilà. Moi, j'ai pas de problème. Le vélo électrique, c'est un vélo. D'abord, c'est le vélo assistance électrique. J'ai un peu plus de problèmes parce qu'il paraît qu'il y a des draisiennes électriques. C'est la nouveauté. Alors là, je me dis, on est encore tombé plus bas que je pensais qu'on pouvait tomber. La draisienne, c'est exceptionnel. Hein. Franchement, moi, mes petits-enfants, les plus grands, sont passés au vélo à 2 roues, derrière les 4 roues. Les 6 autres, aucun. Ils font tous du vélo. Ils ont fait de la draisienne avant. Ils n'ont jamais eu besoin de passer avec les petites roues. Hein. C'est fabuleux. Mais alors, faire des draisiennes électriques, bon, là, le vélo assistance électrique, c'est très bien. Le vélo assistance électrique, je ne vous parle pas de ceux qui sont trafiqués ou en fin de compte, parce qu'il y en a maintenant, j'ai l'impression qu'on n'a même plus besoin de pédaler. Hein. Mais là encore, on est encore... Bon. Moi, j'ai des tas de malades qui avaient une côte comme ça à côté de chez eux. Ils adoraient le vélo, ils n'en faisaient plus. Grâce au vélo assistance électrique, ils ont repris. Bernard Hinault a un vélo assistance électrique. Il a un vélo normal, il a un vélo assistance électrique. Pourquoi?
Tout simplement parce que quand il y a du vent dans son coin et quand ça souffle dur, il sait qu'il va faire 20 km en vélo normal. Il prend son vélo assistance électrique, il en fait 60. Donc il a raison. Il a fait un effort de 60 km, aidé, certes, mais il a quand même pédalé plus longtemps que pendant 20 km. Donc c'est pour vous dire que si Bernard Hinault le fait, c'est que c'est important. Donc bon, le vélo assistance électrique, c'est un vélo, ce n'est pas une mobilette. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Si la personne me dit, moi je ne fais que du vélo que s'il y a une assistance électrique, faites du vélo avec l'assistance électrique. Moi, si la personne me dit, je ne fais du vélo que si j'ai ma montre qui me montre l'heure et tout, mettez votre montre, pas de problème. Ce que je veux, c'est que les gens bougent. Donc il ne faut pas sous-estimer le rôle du vélo à assistance électrique. Même si la personne a 25 ans, si elle ne se sent pas capable de pédaler sur un vélo normal, qu'elle prenne un vélo à assistance électrique, ça ne me perturbe absolument pas. Rappelez-vous, l'activité physique, ce n'est pas du sport. L'activité physique, je ne suis pas là pour souffrir. Je suis là pour libérer les molécules qui sont bonnes pour ma santé. Alors c'est vrai que si vous faites du sport, vous en libérez plus de molécules. Bien évidemment, plus le sport est intense, l'activité physique est intense, plus vous en libérez. Mais la personne qui n'aime pas l'activité physique, j'aime mieux qu'elle fasse du vélo assistance électrique que rien. Donc j'ai aucun problème avec le vélo assistance électrique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ben, merci beaucoup. Si, monsieur, au bout. L'excès n'est bon en rien. Alors, ce n'est pas les grands sportifs, comme vous dites. Il y a une addiction au sport qui s'appelle LA, plus loin, bigorexie. Moi, en 43 ans, j'en ai vu 3. Donc, ça existe. Mais ce n'est pas de mon ressort, c'est de ressort de la psychiatrie. C'est une addiction. Ce sont des gens qui ne pensent qu'au sport. Tout leur argent va leur tenue de sport. À table, ils ne parlent que de sport. À la maison, ils ne parlent que de sport. Ils ne regardent que le sport à la télé. C'est une addiction. Donc ça, c'est pas bon, c'est une addiction. Aucune addiction n'est bonne. Donc celle-là, il faut la traiter comme une addiction. Et c'est les psychologues ou les psychiatres qui s'en occupent. Après le sport très intense, vous pouvez avoir effectivement un peu plus de problèmes ostéo-articulaires. Au niveau cardiaque, non. Le sport ne provoque pas de maladie cardiaque. Le sport peut augmenter le risque d'avoir une arythmie qui s'appelle la fibrillation auriculaire, mais l'augmentation est quand même très faible, elle est de 2 à 3%. Donc c'est quand même pas énorme, vu le nombre de gens qui font du sport. Mais autrement, vous n'avez pas de problème. Par contre, au niveau de la santé mentale, puisqu'on en parlait, je vous rappelle quand même que Simone Biles, la gymnaste, à Tokyo, elle arrête, et qu'est-ce qu'elle dit aux journalistes? Je m'arrête pour ma santé mentale. C'est-à-dire que son cerveau ne supportait plus l'ensemble des choses qu'elle avait à faire pour être la meilleure du monde. Elle s'est arrêtée. Michael Phelps, le meilleur nageur avant Léon Marchand, même si Léon Marchand n'a pas encore atteint le nombre de médailles, 28 je crois, de Michael Phelps, a fait une dépression terrible à l'arrêt de la natation. Donc trop, c'est trop. Oui, mais c'est exceptionnel. Rappelez-vous, 50 000 morts chez les gens qui ne bougent pas. Il n'y a pas 50 000 morts par an chez les gens qui font du sport. Beaucoup moins. Il y en a à peu près en France, allez, on va dire entre... Enfin, ils ne sont pas morts, ils ont fait un arrêt cardio-respiratoire, il y en a 70% qui sont survivants. Donc il y en a 800 à 1000 par an. Donc ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas le sport. Le sport a révélé la maladie. Le sportif qui s'écroule pendant un marathon, ce n'est pas à cause du marathon. Il se serait écroulé en poussant sa voiture. Ou il se serait écroulé en courant derrière son bus, ou dans le train. D'ailleurs, vous savez où est-ce qu'on met les défibrillateurs le plus? Gare et aéroport. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens non entraînés qui courent pour attraper leurs trains et leurs avions qui font l'arrêt cardiaque. Donc l'effort révèle l'accident, mais ce n'est pas lui qui crée. Donc, pour le sport très intense, je ne vous parle pas de la même chose. Là, on commence à voir, vous savez, les gens qui font des très grands trails, etc., comme la Diagonale des Fous, l'UTMB, tout ça. On les voit à 60 ans, on commence à les voir à 60 ans, ils n'ont pas des beaux genoux quand même. Mais leur cœur, il n'y a pas de problème, mais c'est les genoux qui y souffrent. Alors le rugby, c'est pareil. C'est vrai qu'ils ne font pas des bons vieux, au niveau ostéo-articulaire, oui. Mais on est dans des sports extrêmes, je dirais. Mais l'excès n'est bon en rien. C'est pour ça que je vais arrêter de parler d'ailleurs, parce que... Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non? Alors, merci beaucoup, beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Attends, ne vous en allez pas, parce que vous allez bouger. Attendez, ouais, voilà. Alors maintenant,
Parce que voulais ça pas fait vous quand en même parler avant. 1h30 qu'on fait ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous allez tous vous mettre debout. Vous allez prendre un petit peu d'espace et on va laisser Céline vous faire bouger un peu. C'est parti. Parce qu'après, il y a encore un tout petit truc. L'école du dos. Pour ceux qui sont venus au ballon tout à l'heure, vous allez continuer. Et puis les autres, vous allez prendre en marche. Donc on a 4 membres, un tronc qui fonctionne plutôt bien pour tout le monde ici. On va commencer à droite. Côté barre. Côté barre ici. Juste une jambe. Rythme lent pour commencer. Encore un. Et on va aller devant. On change de plan. Si vous avez un petit peu de place, vous allez devant, derrière. Encore 2. 1. Et en haut, on change encore de plan. On travaille l'équilibre, la jambe fléchie en bas. 4. 5. Et on va aller de l'autre côté. Vous avez compris? Un peu plus rapide. 5. Devant. Dernier. En haut. 4, 3, 2, 1. On va recommencer de l'autre côté. Rapide. 3, 2, 1. Devant. Dernier. En haut. Et côté, on va rajouter un bras. On va commencer à compliquer. Devant. Et en haut. Et on repart de l'autre côté avec le bras. Devant. Et en haut. Et après, on va alterner les membres sur le côté. Pardon. J'ai problème de micro. Pas que je vous perde en route. On va aller devant. Dernier en haut. On arrête les bras, uniquement les jambes en automatique. Et on va mettre les 2 bras ensemble. Et devant. Et en haut. Et attention, un bras après l'autre. Devant. En haut. Côté. Devant. En haut. Côté. Devant. En haut. Côté. Devant. En haut. Côté. Devant. En haut, les bras s'arrêtent. Tranquille, on récupère. Et vous allez pouvoir vous étirer, respirer et bravo. Alors, on m'entend toujours? Non, on m'entend plus? Si, c'est bon? Alors, on m'a dit de passer la suite à Mélanie Gabory, qui vient du CDOS 53, donc Comité départemental olympique et sportif de la Mayenne. Comme vous le savez, il joue un rôle essentiel dans la promotion du sport et de l'activité physique sur le territoire. Il soutient les initiatives locales, accompagne les acteurs du sport et de la santé et sensibilise tous les publics, petits et grands, aux bienfaits du mouvement pour notre santé et notre bien-être. Mélanie
qui est ici, va justement nous en dire un peu plus sur les actions du CDEOS et sur la façon dont le mouvement peut devenir pour chacun d'entre nous un véritable allié au quotidien. Mélanie, la parole est à vous. Voilà. Oh, Nathalie, c'est toi qui as le micro. Hop là. Je peux utiliser ça. Donc, bonjour à tous, enfin bonsoir du moins. Donc, je me présente, donc, je suis Mélanie Gabory, donc, la coordinatrice de la maison sport santé du comité départemental olympique et sportif de la Mayenne. Donc, pour ce soir, je vais donc vous présenter la maison sport santé et aussi nos actions en lien avec l'activité physique adaptée dont le professeur Carré a déjà pu évoquer. Alors, non, je suis... Donc voilà. Donc déjà, est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler donc de la maison sport santé du comité départemental olympique et sportif? Main levée là, rapidement. Ok, super. Et donc vous avez connaissance peut-être aussi du PAPS? Ok, donc je vais vous parler de tout ça. Donc juste un petit point historique au niveau du sport santé au CDEOS. Donc à savoir que du coup le CDEOS est donc investi dans le sport santé depuis 2012 avec un lien très fort avec le service de médecine du sport du centre hospitalier de Laval. Et donc depuis, donc il y a eu une première habilitation des maisons sport santé. Donc le professeur Carré tout à l'heure parlait de 2019. Donc on fait partie des toutes premières à avoir reçu l'habilitation. Donc en 2020, et elle a été renouvelée récemment en décembre 2023, donc pour une durée de 5 ans, excusez-moi. Et donc c'est donné par l'ARS et la DRAGES. Donc à savoir qu'on a donc un cahier des charges à respecter. Et pour faire simple, donc notre rôle est donc d'orienter et d'accompagner les personnes qui souhaitent donc pratiquer une activité physique et sportive éventuellement à des fins de santé et de bien-être, quel que soit l'âge, la pathologie ou la provenance de la personne. Et donc pour faire donc notre action principale et notre action phare est donc le PAPS, le parcours d'activité physique et de santé. Je vais passer rapidement. Donc, tout à l'heure, le professeur Carré a donc parlé des différents degrés de qui peut encadrer l'activité physique. Donc moi, je vais vous parler principalement d'activité physique adaptée. Je vous laisse éventuellement lire la définition, mais on va passer assez rapidement pour que vous puissiez profiter de la suite. Donc, tout simplement, donc, juste pour rappel, au niveau de l'activité physique adaptée, donc, pour pouvoir encadrer, donc, évidemment, les kinésithérapeutes peuvent proposer l'activité physique adaptée. Et nous, dans le monde du sport, il faut être diplômé d'une licence en activité physique adaptée, donc, qui est faite à la faculté des sciences du sport. Donc, sur le terrain, nos missions ce sont donc d'évaluer les capacités physiques des bénéficiaires, d'analyser les besoins, concevoir évidemment un programme d'activité physique adapté, individualisé en fonction des bénéficiaires. Et on retrouve, d'où mon intervention d'aujourd'hui, un travail pluridisciplinaire, donc avec le monde sportif, le monde de la santé et au niveau, tout ce qui est aussi du domaine au niveau social. Donc l'idée, voilà, c'est de travailler tous ensemble. Donc, je fais rapide. Donc pour nos objectifs, c'est donc de préserver l'autonomie, lutter contre la sédentarité, prévenir l'apparition ou l'aggravation des maladies, réduire les facteurs de risque et évidemment maintenir les différentes capacités physiques, endurance, souplesse, force, etc. Équilibre. Donc nous voilà donc sur notre action principale. Donc on m'a demandé une présentation simple. Donc je vais la faire pour les bénéficiaires qui intègrent notre parcours sur Laval et Laval Agglo.
Donc nous, contrairement aux maisons sport santé, donc plutôt en Bretagne, on propose de l'activité physique adaptée au sein de la maison sport santé. Et donc on est une maison sport santé départementale, donc on en propose sur tout le département. Donc là, pour Laval Agglo, l'idée, c'est que pour tous les professionnels de santé présents ici, c'est que lorsque vous parlez d'activité physique adaptée à votre patient, c'est qu'il ressorte, j'ai oublié mes papiers, mais c'est pas grave, avec sa prescription et le flyer de PAPS, que je vous ferai voir par la suite, qui ressortent de chez son médecin avec ça. Après, je parle du médecin, mais ça peut être tout professionnel de santé qui peut donner les documents et le patient ira le faire compléter par son médecin pour la prescription. OK ? Donc, on imagine qu'il sort de chez le médecin avec sa prescription. L'idée, c'est qu'il appelle le numéro unique. Donc, c'est donc moi qui détiens ce numéro-là pour la maison sport santé du CDOS. Donc, la personne m'appelle et dans l'idée, en fonction de sa demande et en fonction de sa prescription, je vais donc l'orienter soit vers un atelier d'activité physique adaptée ou vers un club ou peut-être une pratique en autonomie, comme tout à l'heure pouvait le dire le professeur Carré. Donc si on part sur un parcours d'activité physique adaptée, donc on fixe ensemble un premier rendez-vous où on fait donc un entretien motivationnel et un bilan de capacité physique, donc où on retrouve souplesse, équilibre, endurance, force. Et ensuite, la personne intègre donc un parcours de 3 mois, que je vais détailler par la suite. Et une fois ce parcours de 3 mois fait, il y a de nouveau un bilan physique qui est fait. Et l'objectif, c'est de pérenniser cette activité et pas laisser la personne dans la nature. Donc on lui trouve des solutions pour pérenniser cette activité. Donc le parcours d'activité physique et de santé, donc, comme on l'a bien dit, l'objectif c'est donc de se remettre en mouvement de manière progressive, sécurisée et adaptée. Et tout ça pour les personnes éloignées d'une pratique d'activité physique. Donc le public concerné pour le PAPS, c'est essentiellement, ce sont que pour les adultes, donc toutes les personnes en situation d'ALD, maladie chronique, suite de cancer, limitation fonctionnelle, minime à modérée, comme on pouvait dire pour les prises en charge en APA. La durée donc du parcours est donc de 3 mois à raison de 2 séances par semaine. Donc ce sont des séances d'1 heure à chaque fois, et donc ça fait un total de 24 séances. À savoir, donc sur ces séances d'1 heure, c'est divisé en 2 parties. Une première demi-heure où on est plutôt sur un travail de réentraînement à l'effort, et une seconde demi-heure où on est plutôt sur un travail de renforcement musculaire. Et tout ça, donc, bilan et les 3 mois de parcours pour 80 € pour le patient. Donc, à savoir que l'activité physique adaptée n'est toujours pas remboursée par la sécurité sociale, mais cependant, certaines mutuelles prennent en charge aussi le parcours. Donc, les documents sur les Pays de la Loire qui sont recommandés qui peuvent être recommandés en termes de prescription, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont suivi le webinaire avec la SRAE Nutrition ? Oui, quelques. Ok. Et donc la SRAE Nutrition ont mis en place donc sur la plateforme On y va à disposition de tous les professionnels de santé cet exemplaire de prescription. Donc, qui pour nous est plus, ça reste succinct. C'est facile pour les prescripteurs. Il y a simplement entre guillemets à cocher, à part s'il y a des choses vraiment plus importantes à mentionner. Mais s'il faut, vous pourrez venir me voir sur le stand pour avoir plus de détails sur cette prescription. Et donc, comme je pouvais le dire, l'idée, c'est que quand il sort de sa consultation pour une orientation vers de l'activité physique ou de l'activité physique adaptée, c'est que le patient il puisse ressortir avec la prescription et le flyer PAPS, donc, où le numéro est bien inscrit dessus.
Après, je parlais beaucoup auprès des médecins, mais ça peut très bien être, tout à l'heure, je parlais avec une personne donc, qui était diététicienne, et ce que je disais, c'était, en fait, ça n'empêche pas, il peut sortir de sa consultation diète avec sa psychologue ou autre, avec le flyer et aussi la prescription vierge. Le patient, en fait, il devient déjà actif de son parcours. Ça fait qu'il sait qu'il doit aller chez le médecin pour pouvoir intégrer un parcours d'activité physique adapté, et il a déjà le document pour pouvoir me joindre. Donc, ça permet d'avancer les démarches. Donc ça, c'est le document que certains professionnels de santé ont peut-être déjà pu recevoir. Donc ça, c'est la synthèse finale que j'envoie aux professionnels de santé, où il y a donc, on retrouve les différents tests de marche, le test d'équilibre, là au niveau de la mobilité scapulo-humérale quand elle n'est pas forcément faite à chaque fois, mais la souplesse du tronc, la force de préhension et le fameux test assis debout pour la force et endurance des membres inférieurs. Donc ça, il y a toujours un retour qui est fait auprès du médecin. Si jamais le document n'est pas envoyé, le bénéficiaire ressort avec son document en main. Donc lui aussi peut être acteur auprès des professionnels s'il veut montrer comme quoi il a fait le parcours et voir s'il y a une évolution. Et ça me fait penser que du coup, ce fameux parcours, donc le PAPS, a pu être aussi évalué récemment avec une étude, donc avec l'étude EVOP qui a été faite avec le service de médecine du sport du centre hospitalier de Laval et des différents médecins, comme quoi une personne qui fait le parcours pendant 3 mois avec assiduité à 2 séances par semaine peut avoir une évolution donc, au niveau de sa VO2 max de 10%. Si je ne me trompe pas, c'est bien. Donc voilà, il est reconnu, c'est quelque chose de reconnu sur le territoire. Et donc l'étude vient juste d'être publiée il y a quelques jours. Donc si ça vous intéresse, c'est l'étude EVOP. Et donc pour terminer, donc on a donc des ateliers sur tout le département. Et donc, si on s'intéresse sur Laval Agglo, donc on a changé au centre hospitalier de Laval et au niveau de la SPTT de Laval. Donc, au niveau de Laval, on a quand même un maillage qui est plutôt intéressant avec différents clubs aussi sport santé qui sont autour. Donc ça, vous pourrez venir me voir. J'ai le tableau des différents cours qu'on a sur tout le département, avec les horaires, le nom des éducateurs et où se déroulent les pratiques. Et donc là, actuellement, il y a quand même un délai de 3 mois pour rentrer sur le parcours. Voilà, je préfère. Et donc sur Laval, en soi, dès que j'ai une place, je peux faire rentrer quelqu'un. Après, sur les autres communautés de communes, les parcours vont sur 3 mois fixes, c'est-à-dire qu'ils sont partis de septembre, là ils vont jusqu'à décembre, ça reprendra de janvier à mars et de mars à juin. Voilà. Donc pour résumer, vous en tant que professionnel de santé, si vous ne savez pas trop comment orienter vos bénéficiaires, vos patients, en fait, la maison sport santé est centre de ressources pour le sport santé, que ce soit pour l'activité physique ou l'activité physique adaptée. Nous, on est là pour aider, pour accompagner vos patients et leur trouver une solution pour qu'ils arrivent à avoir une activité et qu'ils puissent la pérenniser. Et après, si vous souhaitez aussi voir ce qu'il y a aux alentours par rapport au lieu où vous exercez, il y a différents outils qui sont disponibles. Donc, la plateforme On y va, Pays de la Loire. Donc, il suffit juste de mettre le lieu, enfin la ville où vous êtes, un kilométrage que vous ne souhaitez pas dépasser, et ça vous sort toutes les associations, les clubs, les éducateurs privés qui se sont référencés. Donc,
c'est pas la plateforme On y va qui va chercher les clubs, c'est aux clubs de se référencer ou aux éducateurs. Et nous, de notre côté, aussi pour aider le mouvement sportif en Mayenne et le sport santé, on a donc on a fait un Calaméo en ligne où vous pouvez voir, et on a référencé tous les clubs sport santé. Et pareil, on a fait ça en fonction des degrés. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai un tableau en fonction des limitations pour savoir qui encadre quoi. Donc, comme tout à l'heure pouvait le dire, le professeur Carré, au niveau des limitations sévères, on va plutôt être sur de la kinésithérapie. Limitations modérées, donc les enseignants APA interviennent à ce niveau-là, ainsi que les kinés. Et après, tout ce qui est limitation minime, voire faible, on est plutôt sur des éducateurs sportifs avec une formation dans le sport santé. Et alors juste par rapport à ce catalogue, là on est on a mis ça en prévention. C'est lorsqu'on n'a pas, c'est des clubs qui sont référencés en sport santé, mais nous n'avons pas le niveau de diplôme de l'éducateur. Donc pour pas mentir ou quoi que ce soit, vous savez que là on n'a pas les références de l'éducateur, donc on les a mis, on a classifié les clubs de cette manière-là. Mais autrement, ça veut dire on sait quel diplôme a l'éducateur qui encadre. Voilà. Et si là, c'était les fameux tableaux au niveau des limitations que j'ai en format papier si vous le souhaitez. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'informations, je pourrais vous renseigner sur le stand. Et pour moi, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Okay. Merci. Merci Mélanie. Bon, voilà, ça s'achève sur la partie conférence. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous allez regarder la chaise différemment. J'aimerais que les membres du groupe, parce que j'étais pas toute seule, que les membres du groupe qui ont créé cette soirée pour vous viennent aussi ici. Merci beaucoup François Carré, si vous voulez bien venir aussi. Et puis ensuite, vous avez plein de petits ateliers, je ne vais pas les décrire, vous allez les voir. Et puis vous avez peut-être faim parce que il est 22h, donc je pense que vous avez de quoi manger aussi. Donc voilà, c'est toute une équipe. Vous avez un mur à idées, vous avez un mur à post-it. Si vous avez des idées pour la sédentarité, sur la prévention, sur des choses comme ça, on est preneur. Et n'hésitez pas. Donc voilà, c'était toute une équipe qui était là pour vous préparer cette soirée ce soir. Et maintenant, allez manger, allez bouger, et puis les chaises terminées. Hein. Hop, debout. Moi, je vais y aller. Oui, très bien, merci beaucoup. Vraiment. Non, mais je vous en prie, c'était...